Merci d'être encore au rendez-vous du Zénith sur Equinox Télévision, mesdames et messieurs. On va commencer par saluer tout ce beau monde qui est arrivé à Yaoundé dans le cadre d'un forum consacré à l'économie numérique. C'est un concept qui est à la mode et on parle de rattraper le gap qui est important à ce niveau-là, mais de là à s'interroger quand même sur le bilan qui pouvait être fait dans le même type d'occasion. Souvenez-vous de ce grand forum économique où l'on parlait du Cameroun comme une terre d'attractivité. Investir au Cameroun, ça avait toujours regroupé du bien beau monde, mais au final, on n'a pas vu les réalités ou alors les résultats dans l'embellie espérée à cette opération. On va donc espérer que pour l'économie numérique cette fois, le chef de l'État a vu juste et que ça pourra contribuer à déclencher bien de choses. Bonjour, bienvenue à tout le plateau. Charles Amel, bonjour. Bonjour, Sam Severango. Kate Dia, merci d'être là. Merci de m'accueillir. Bonjour à tout le monde à la maison. Le Mbombok Bengan est aussi parmi nous ce matin. Bonjour Sam, bonjour à nos téléspectateurs. Alors aujourd'hui, je dois rappeler, nous allons dans le cadre de cette production recevoir une invitée qui parlera des droits de l'homme. C'est une militante en cette matière depuis quelques années au Cameroun et sur les réseaux internationaux, elle est bel et bien déjà dans nos murs. Le temps de démarrer effectivement ce programme avec l'histoire du jour et vous allez le voir. Elle est bien proche de la réalité, de ce qui se vit généralement à travers nos quartiers. Voici venue l'histoire des tendances et je l'accueille sur ce plan. Bonjour. Good morning, Sam Severango. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je veux dire à tous les téléspectateurs de tendre leur tympan parce qu'il y a une femme qui est en difficulté. Vraiment, si vous n'aidez pas cette femme, elle risque de piquer une crise cardiaque. Donc, elle m'a demandé de vous dire qu'elle a besoin de vos conseils. C'est une femme mariée, ma voisine collée dans mon appart. Oui, je vis dans un appartement. Je sais pourquoi elle dit ça. Il y a les gens qui vont dire longue bouche. Tu vis dans quel appartement? Je vis à l'appartement. Mais sauf que son mari a une voiture. Ce qui l'énerve, c'est qu'il nous a encore une voisine au quartier qui travaille à côté de la société de son mari. Depuis pratiquement 5 mois, chaque matin quand son mari veut sortir, il porte d'abord la voisine. Il attend la voisine, soit la voisine l'attend. Dès le moment où la voisine appelle même au téléphone, que monsieur Tchana, pardon, j'ai réuni à 8h30, s'il te plaît, est-ce qu'on peut partir maintenant? Monsieur, et le soir, quand monsieur Tchana veut rentrer, il passe toujours dans sa société la portée. Madame, dans sa tête, dit que ce n'est pas normal, que son mari veut montrer qu'il est... Elle est mariée, Thomas? Elle n'est pas mariée, elle est célibataire. Mais sauf qu'elle jette seulement la voiture de monsieur Tchana. Et madame Tchana est vraiment tensionnée parce qu'elle a dit à son mari que bébé, comment tu ne fais que la porter, non? C'est mieux qu'elle achète même la moto ou la voiture. Son mari dit non bébé, si je vois qu'il y a la possibilité d'aider une voisine, pourquoi ne pas l'aider? Je dois l'aider parce qu'elle n'a pas de voiture. Je l'amène le matin, je la ramène le soir. Donc elle est scandalisée. Quand elle veut parler à son mari, il dit qu'il ne veut rien entendre. Que s'il a l'occasion d'aider les gens, pourquoi ne pas l'aider? Du coup, madame est stressée par rapport à ce comportement-là. Elle a besoin de vos conseils. Elle fait comment? Vous-même, dites-moi. Une voisine qui n'est pas mariée, mais tous les matins, ton mari la ramène à son lieu de service, comme la société à côté. Et le soir, il la ramène encore. Et quand tu veux parler... Sa femme tendance, il a fait sortir aussi. Non, madame ne travaille pas. Madame ne travaille pas. Elle vend devant la maison. Donc, elle a sa petite boutique devant la maison. Mais quand elle veut parler, monsieur dit non, non, je l'aide, c'est juste. Papa, je donne d'abord mon point de vue avant un sape. Oui. Pourquoi tu ne portes pas les élèves qui partent à l'école le matin? Ce n'est qu'elle que tu portes. Pourquoi tu ne vois pas tous les passants, tu les portes? Tu dis que non, tu ne peux pas laisser la voiture vide quand une personne a besoin. Porte tous les gens qui sont sur ton chemin. Ce n'est pas seulement elle. Mais vous voulez nous montrer quoi? Oh, très bien. Alors, cette histoire me fait beaucoup sourire parce que j'ai une expérience toute personnelle sur ce coup-là. Parce qu'il faut de temps en temps faire preuve de générosité. Surtout, on peut le dire en direction de la gente féminine. Mais votre histoire... elle est régulièrement vécue et je commencerai par rappeler qu'ici à Douala, au quartier Cité des Palmiers, je connais l'histoire d'un couple, effectivement, dans le même style, mais sauf que la dame était étudiante, effectivement, donc elle n'avait pas un boulot, mais la femme, par la suite, du monsieur s'était bel et bien offusquée de cette situation au point qu'elle a organisé un scandale. Elle est allée jusqu'à aller rencontrer les parents de l'étudiante pour les mettre en garde en disant « Dites à votre fille d'arrêter de monter dans la voiture de mon mari. » Et je crois que ça a dégénéré même, et je pense que les avis étaient plutôt partagés. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tout à fait. Moi, je vais dire à Mme Tchara de confisquer les clés de la voiture là.
Comme ça, il prend le ben âme, les deux bâches. C'est comment? Tu es gentil plus qu'elle est qui? Bon samaritain. Alors, Ketia, est-ce que la femme a le droit, question pertinente, de s'interposer, on va le dire, dans l'action que peut mener son mari à travers l'utilisation de ce véhicule? Je dirais oui et non. Je commence par le non. Non parce que le véhicule en principe appartient au mari. Non parce que le mari est un être humain adulte qui en principe sait ce qui est bon et pas bon pour lui. Non parce que le mari décide de rendre service à une voisine qui se retrouve dans le besoin. Mais oui parce que cette voisine devient impertinente. Oui, parce qu'elle commence à s'accaparer un tout petit peu de son mari. Elle ne va pas aller jusqu'à l'appeler pendant qu'il est en train de déjeuner pour lui dire « je suis pressée, j'ai une réunion » et que monsieur ose déposer les fourchettes pour accourir et aider cette voisine-là. Non, moi je trouve qu'il y a un problème. Et cette femme, pour ma part, a également le droit de se mêler de cette affaire parce que mieux que personne ne connaît son époux. Et donc peut-être qu'elle se dit que son époux entretiendrait une relation un peu plus poussée avec la dame. Donc c'est pour ça que je dis... Quand on est dans un couple et qu'on est face à ce genre de situation, il vaut mieux en parler. Il vaut même mieux souvent parler de ça avant que ça ne se produise. Parce que vous savez, Sam, les petites histoires pareilles vont souvent causer de gros problèmes dans les couples et même provoquer des séparations. Moi, j'ai vécu des séparations qui venaient de là. Donc, la femme devrait en principe parler à son époux, pas aller parler avec l'autre dame, non, ce serait se rabaisser à son niveau, si bien évidemment elle a un niveau, mais il faudrait qu'elle en parle avec son époux, qu'elle lui montre qu'elle est choquée de cette attitude et qu'elle apprenne, elle amène son mari à comprendre. C'est vrai que quand vous dites oui et non, on ne comprend pas. Moi, je veux des positions tranchées bon, sur si le vous voulez ma position, oui. Ma position à moi, c'est qu'on ne doit pas permettre ce genre de choses. C'est ça que moi j'appelle ouvrir la porte. Quand vous ouvrez la porte à la tentation, c'est en train Qui ne doit pas permettre? Le mari. Okay. Vous n'avez pas entretenu ce genre de relation aussi poussée avec les voisines. On peut la porter une ou deux fois parce qu'on est en train de sortir, on l'a trouvé avec un sac bien lourd, on veut se montrer galant, mais que ça ne devienne pas une habitude. Très bien. Bob Bengan, vous vous situez dans quelle posture autour de ce débat? Est-ce qu'on peut, de temps en temps, par ces temps qui courent, parce qu'on sait qu'on peut se retrouver dans une zone enclavée, il y a des difficultés de transport urbain dans nos grandes villes aujourd'hui, est-il interdit d'apporter de l'aide à une voisine? Non, moi je dirais qu'il faut l'apporter. Mais maintenant, rassurer la femme, elle est en insécurité conjugale. On peut, si vous pouvez me permettre l'expression, elle est en insécurité et il appartient au mari d'expliquer à son épouse qu'il n'existe pas de relations coupables entre les deux. Maintenant, il y a quand même certains gestes que le monsieur peut redresser également sa voisine en lui disant « Non, madame, on ne peut pas aller aussi loin que cela ». C'est tout. Mais je pense que, comme disait Kate, il faut qu'il se parle et que le mari rassure son épouse. C'est comme ça que nous on voit le problème. Mais il ne faut pas refuser d'aider les femmes, surtout les femmes. Hein, faut pas. Et tendance à dire aussi les étudiants, s'il y a les élèves là, bon, de temps en temps, on peut les mais ce n'est qu'elle seule qui porte. Pourquoi c'est suspect? Vous voulez beurrer les yeux de qui? Nous sommes plus à l'Antiquité, nous sommes au temps moderne. Comment reconnaître une femme qui veut piquer ton mari? Soyez bien gentil avec toi. C'est ça le problème. Au niveau Charles Hamel, le problème se pose lorsque la femme devient un danger. Bon, parler des étudiantes, parce que moi je connais sur le chemin une étudiante que je portais tout le temps et qui ne se faisait pas prier pour, lorsqu'elle sait que je suis en train de, enfin, que la voiture se rapproche, je veux dire qu'elle se met dans des positions de séduction en réalité, donc elle fait tout pour se mettre dans des tenues particulières qui sont suggestives et à ce moment-là, vaut mieux éviter la tentation, comme le dit Kate, c'est ce que vous dites. Alors, Sam Sévérin, vous êtes en train de légitimer donc la posture de cette femme en disant qu'elle se mettait dans les positions. Non, il ne faut pas être chrétien le jour et démon la nuit. Le don est léger pour celui qui offre et précieux pour celui qui reçoit. En Afrique, plus vous êtes riche, mieux vous devez vous occuper de ceux qui sont pauvres. C'est ça. On est riche que par rapport à un pauvre. Les riches entre eux ne se mesurent pas. On est riche que par rapport à un pauvre. Pour dire quoi, Sam Sévérin, il a un véhicule. Il sort tous les jours seul. Ça lui servira à quoi de sortir seul tous les jours s'il ne peut prendre une ou deux personnes? Ça peut être que dans tout cet environnement, il n'y a que cette femme avec qui son sang colle. Il y a des femmes qui ne s'entendent qu'avec des garçons. Il y a des femmes qui n'ont jamais, il y a des femmes dans cette ville-là qui n'ont pas de copines femmes, qui n'ont que des hommes comme amis. Et là, il faudrait interpeller cela aussi, Sam Sévérin. Il y a des gens qui viennent prêter le véhicule, qui viennent à la maison dire vraiment j'ai une course à faire, s'il te plaît, passe-moi ton véhicule, le mien en panne. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Il faudrait aussi que la femme s'offusque en dedans, parce qu'entre amis,
on s'épaule. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vrai, ça peut être que l'homme est extrêmement serviable. L'homme décide, il est extrêmement serviable dans ce sens qu'on peut l'appeler, il dit oui. Il y a des hommes qui ne savent pas dire non. Lorsque vous venez avec un ton, vraiment, j'ai besoin que tu me rendes tel service, j'ai un tel problème, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, je te rends ce service, c'est quand? Demain à telle heure. Il parlait qu'il a donné son oui. Et qu'il se retrouve en train de déjeuner, la femme lui dit, il se souvient qu'il a donné sa parole. Alors j'estime que la femme, fut-elle la femme véritable de ce monsieur, plutôt que d'en faire un problème, devait commencer par une discussion. Écoute, moi je trouve que c'est un peu trop. Qu'est-ce que tu en penses? L'homme lui donne son point de vue. Est-ce que c'est à elle de se lever, de dire à l'homme comment est-ce qu'il va manager son véhicule, qui va gérer, qui est-ce qu'il va porter dans son véhicule ou pas? Je vais terminer par vous raconter l'histoire d'un monsieur, d'une femme qui avait ce même comportement et qui refusait d'aider les gens, même au village. Vous savez que lorsque vous allez au village, en rentrant, il y a des gens qui disent que dépose-moi à tel endroit. Pardon, les mamans qui sont assis, il faut qu'ils soient assis au bord de la route, il faut aider. Le monsieur n'aidait jamais. Un jour, son véhicule est tombé en panne, en pleine brousse. Je vous assure, tout le monde passait en disant que dis à ta femme, dis à celle qui est assise là devant, que comme elle refusait qu'on monte, qu'elle soit poussée pour vous aider. L'homme a dû souffrir, marcher sur des kilomètres pour le faire. Et lorsqu'ils sont rentrés, il s'est séparé de sa femme. Ça, c'est une histoire vraie que je vous raconte pour dire, elle ne gagne rien à faire du mal. Parce que le bien, on est chrétien, c'est le bien, il faut faire le bien. Ça, c'est les petits mots de Yahweh. Non, attends. Un homme qui respecte sa femme, il doit même... Tu n'as pas besoin que madame te parle de ça une ou deux fois. Mets la barrière, mets le calme. Il faut battre le tendance. Je voudrais relancer sur... Parce que ça pose tout simplement un problème de société. Doit-on, quand on est marié, ne pas du tout avoir de relations saines avec d'autres femmes? Parce que c'est ça le problème qui se pose dans le fond. C'est pas ça le problème. On ne parle pas de relations saines. Je pense que Tendance a bien dressé le tableau de cette histoire. Tendance dit que la dame va jusqu'à appeler le monsieur. Ça veut dire que... Non, ce n'est pas à partir de là qu'elle a fait simplement du fait qu'on soit une femme. Voilà. C'est pour vous dire... Et ça peut être même que cette femme jouit des prérogatives, que la propre femme qui se plaint ne jouit pas. Mais là, ça devient un problème. Mais là, ça devient un problème. On ne peut pas avoir une femme qui est mariée à un homme et qu'une autre se ramène. Moi, je dis, le voisinage peut être pernicieux à plusieurs égards. C'est pour cela que moi je dis, avec le voisinage, on entretient des relations de politesse, des relations qui ne vont pas entrer jusqu'à un certain niveau. On parlait ici récemment encore de cette femme qui permettait au petit voisin d'à côté de venir lui puiser de l'eau. Qu'est-ce que Charles Hamel n'a pas dit? Il prenait cela comme un scandale. Mais pourquoi aujourd'hui on doit tolérer le fait qu'une voisine vienne attendre un monsieur marié devant le chez lui pour qu'elle lui fasse et pour qu'il lui permette de sortir de la maison? Non, mais les taxis, c'est plus si elle est dans un quartier comme Kamamboko, si elle est dans un quartier comme Sokato ou Bamenda, il faut 400 francs pour arriver au bout de l'eau. La bouteille de gaz, elle était aussi toute seule dans la cité. Si c'est moi qu'un voisin porte tous les matins, est-ce qu'il va cautionner? Très bien. Quelques messages sur le sujet parce qu'on ne s'entend pas vraiment. Ce message d'un téléspectateur qui trouve que Tendance est une mamie congossa qui met toujours le bâton dans les roues de la fille d'autrui. Elle ne fait que bénéficier des largesses du voisinage, dit ce téléspectateur. À la suite, ce message également signé Ryan, qui nous écrit depuis l'Obaba, qui dit que ce monsieur joue avec le feu. Apporté à répétition, ça devient dangereux, dont la femme du monsieur devrait aller avertir cette autre femme qui essaie de lui piquer son mari. Et c'est un homme qui nous a fait ce message. Non, Charles, mais je lis le message. Il faut que je lise. On a également ce message qui dit « Porter une ou deux fois à tout hasard, oui, mais que cela devienne une habitude, eh bien non. Mon mari ne va pas devenir le taximan de ma voisine. Après cela va aboutir à on ne sait où. S'il sort avec elle et que ça pose problème, il va acheter le véhicule. Confisque les clés de sa voiture pour couper tout. Ce message de Yaya qui nous écrit depuis Yaoundé qui dit il n'y a rien à dire, ils sortent ensemble. On ne peut pas être toujours d'humeur à porter la même personne tous les matins. Et là, ramener le soir. Mais vous vous moquez même de qui? Si c'est le voisin qui me prend le matin, me ramène le soir, mon mari va prendre comment? Il va se déshabiller. Et quand je vais parler, l'homme dit non, si je peux aider. Tu es bon samaritain, on va aider les gens en prison. Vous ne pouvez pas admettre qu'un homme puisse avoir une relation simple. Je ne comprends pas. Il n'y a pas d'amitié, homme-femme simple. Ça d'accord, très bien, on est on n'est pas à ce degré. Non, ils ont tranché, c'est vrai, c'est bon. J'ai compris. Maintenant, la suite, c'est la colère de Charles Armel Mbachou ce matin qui s'attarde sur une question qui a trait à l'établissement des actes de naissance. L'état civil, un véritable capharnaüm aujourd'hui. Je m'interroge ce jour sur la question de l'état civil global au Cameroun.
comment se porte l'état civil dans notre pays et quelle est la note qu'on peut donner à tous nos agents, tous nos officiers et secrétaires d'état civil. Ah oui. Je m'interroge sur la prolifération des actes, des faux actes de naissance dans nos principales villes. La nationalité camerounaise est aujourd'hui en péril du fait de la grosse corruption qui entache la bonne marche de ce secteur et surtout la légèreté avec laquelle les responsables des centres d'état civil traitent certains dossiers. Comment comprendre que maires et adjoints délivrent à tort et à travers des faux actes de naissance et des faux certificats de nationalité aux étrangers? Comment comprendre le fait que nombreux soient les étrangers au Cameroun qui se retrouvent avec la carte nationale d'identité camerounaise, pourtant n'étant pas camerounais? Comment comprendre que certaines personnalités de ce pays occupent de hautes fonctions alors qu'ils ne sont pour le moins pas camerounais? Ce n'est pas moi qui le dis. Ça se dit d'ailleurs, poser la question à Kavaïgué. Il vous dira que Boko Haram est parmi nous. Qui est ce Boko Haram? Point d'interrogation. Comment comprendre que malgré la création du Bureau national de l'état civil, BUNEC, il demeure difficile ou alors facile de falsifier ce document au Cameroun avec la modique somme de 10 000 francs CFA? Comment comprendre que dans nos villes et villages, les réseaux de production des faux actes sont connus et validés par des personnalités insoupçonnables? Actes de naissance, actes de décès, actes de mariage, vous voulez, vous avez l'argent, on vous sert. Comment comprendre que les actes de combat ont pris le dessus sur pratiquement tout, à telle enseigne que la fonction publique en paye les frais aujourd'hui? Faux diplômes, faux âge, faux nom, faux actes de naissance. Rappelons-nous des affres de la colle d'Adamoun Damdjoya, alors ministre de l'Éducation à l'époque. En fouillant un peu, vous trouverez à coup sûr dans notre entourage, ou peut-être dans le vôtre, des personnes munies de faux actes de mariage, parfois des individus issus des mêmes parents, mais unis par le lien de mariage, afin de pouvoir négocier favorablement une affectation ou se rendre à l'étranger dans le cadre d'un regroupement familial. Des faux actes de décès existent également, dressés par des ayants droit sans foi ni loi et aux motivations inavouées. Dans les milieux du sport, alors là c'est grave, vous entendrez des murs et des non-murs. Vous allez voir des jeunes joueurs au moulin en acier et attendre qu'ils ont âgé de 13 ans. Pourtant, c'est des papas et des mamans. Vous allez voir des agents, des athlètes, des parents, des dirigeants, des élus locaux impliqués dans un vaste mouvement qui permet à tout le monde de se sucrer et de vaincre sans péril. Rappelons-nous de l'âge véritable de Samuel Eto'o, l'âge véritable d'Alexandre Son et Rigobert Son, pour ne citer que cela. Posez la question au juge Emmanuel Elanga, il vous expliquera comment est-ce qu'il a fait pour découvrir que Tchadiens, Nigériens, Centrafricains ont des noms camerounais. La nationalité camerounaise, chose grave qui depuis des années fausse la question véritable du recensement humain dans ce pays. Comment comprendre que certains individus connus des officiers d'état civil soient postés devant les mairies d'arrondissement, donnant l'impression de conseiller et d'assister les usagers désireux d'un service, alors qu'au fond, ils sont en fait un maillon essentiel de ce réseau de faux actes de naissance? Savez-vous que certains milieux carcéraux, comme ceux de Yaoundé et Douala, sont aussi le lieu de prédilection de fabrication de faux diplômes? Savez-vous que les milieux universitaires, au lieu de prôner l'excellence, sont plutôt des quartiers généraux prospères et laboratoires de fabrication de faux diplômes, fortement sollicités aussi bien par les travailleurs de la fonction publique que ceux du privé? Alors que certains individus brillent par le faux, certains parents insouciants et irresponsables brillent par le fait de ne pas établir l'acte de naissance de leur enfant, agrandissant de fait le nombre de faussaires dans ce pays. Savez-vous pour finir que la seule ville de Douala, plus précisément Douala 5, a 10 000 enfants sans acte de naissance? Pourquoi? Posez la question à Gustave Ebanda. Comment comprendre en fait une telle ignominie dans un contexte marqué par une insécurité grave? Voilà, la maîtrise de l'état civil au Cameroun, c'est un gros sujet. On va commencer par vous, Mbombok Mbengan. Alors, depuis la mise sur pied du BUNEC, on est où? Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on a reculé? Parce qu'on verra tout à l'heure que cela s'apparente à un vrai business de la part de tous les officiers d'état civil au Cameroun, une véritable mafia, même si ce n'est pas essentiellement de leur faute. Alors, l'action du BUNEC, est-ce que vous avez pu l'apprécier? Oui, tout à fait, mais elle est du surplace, elle fait du surplace, comme on dit dans notre pays. C'est-à-dire que l'état civil se comporte comme la nation elle-même, c'est-à-dire qu'il va mal.
je pense que la première mesure, avant même le bilan dont vous faites allusion, c'était en milieu des années 90, lorsque le secrétariat d'État à la sécurité intérieure, qui est devenu DGSN aujourd'hui, avait lancé le processus de sécurisation d'identité. En réalité, c'était la sécurisation de l'état civil, parce qu'il fallait procéder par le tribunal pour avoir la nationalité camerounaise, pour ceux qui étaient adultes. Mais maintenant, ça s'accompagne également avec le bureau dont vous parlez tout à l'heure. Mais sauf que, effectivement, j'ai entendu le maire Ebanda parler de ça, s'offusquer de ça. Pourquoi, premièrement, à Douala, un enfant né à Douala n'a pas d'acte de naissance, alors que c'est gratuit? On ne comprend non, c'est pas gratuit. Qui a dit que c'est Ce n'est pas gratuit. Les terres disent que c'est gratuit. On paye Bombok 7 000 francs CFA, je le dis. Paye jusqu'à. Non, attendez, parce que je crois que Mbobok voudrait rappeler quand même ce qui est normalement prévu. À la naissance, il y a un délai. Absolument. Et on vous le fait gratuitement. 15 jours. 15 jours. Mais c'est 7 000 francs. Je vous le dis parce que j'ai payé tous les sacs. 7 000 francs. D'accord. Maintenant, justement, je vous disais donc que cette approche du gouvernement était vraiment appréciable à l'époque où c'était Jean Fauchivet, la sécurisation. Il faut dire d'abord que même nous qui sommes adultes, nous voulons nous faire établir une carte nationale d'identité. Le tribunal apprécie si nous sommes Camerounais ou pas. Et avait donc la possibilité d'entrer dans les archives. Bon, mais à un moment, ça a bloqué. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais les petites enquêtes qu'on avait menées à l'époque, il a relevé un pan dans son sujet. Ça venait d'abord des sportifs, Sam. Malheureusement, certains parents avaient commencé à falsifier les actes de naissance de leurs enfants. Et également, il y en a un groupe qui avait dit il y en avait qui étaient collés dans les années 70, 78. Avec, quand il y avait la colle aux examens. On était obligé, pour ceux qui n'avaient pas les moyens, moi, Bengan, je prends l'acte de mon petit frère. Bon, vous m'appelez Bengan alors que bon, mes diplômes portaient le nom d'un Kandji, alors que bon... Alors, sur les sportifs, je crois que ce n'était pas la seule responsabilité des parents. Et enfin, je crois que les associations qui gèrent le football, comme la FICA Foot, étaient complices de tous ces absolument, de tous les trucs d'abord. Même nous parlons de football parce que c'est un sport de masse. Oui. Mais, je vous dis, au niveau de ceux qui font de l'athlétisme, c'est plus grave. C'est plus grave là-bas. Bon, en réalité, vous m'avez posé une question, c'est le statu quo. Le statu quo. Bon, la responsabilité des parents, d'abord à la naissance des enfants, qui ne s'empressent pas de respecter les délais de 15 jours et qui laissent le temps passer, ils sont nombreux comme ça, qui des années plus tard sont rattrapés. Et à ce moment-là, très souvent, il est difficile d'avoir un acte de naissance authentifié parce que par la suite, il faut que ça soit enregistré dans un registre qu'on pourra avoir le temps de fouiller bien plus tard. Bon, déjà vous dire que les parents ne laissent pas passer 15 jours parce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Comme l'a dit Charles Hamel, on parle de 7 000. Mais quand on dit que c'est gratuit, les 7 000 francs dont vous parlez, vous payez quoi? On parle de 7 000, mais laissez-moi vous dire qu'il y en a qui payent plus de 7 000, qui payent bien plus. On paye quoi on paye de l'argent pour ça. Il y a beaucoup de choses qu'il faut payer. Je veux dire, même la CNI, on vous a dit que c'était gratuit, mais vous vous retrouvez devant un poste de police pour faire une CNI, on vous demande de l'argent. Charles Hamel parle de 11 000, mais il y en a qui témoignent, elle va payer 25 000. Donc c'est pour vous dire que malheureusement, beaucoup de Camerounais ne sont pas au même niveau d'information que les autres. Ce qui fait que les parents qui n'ont pas, eux, les moyens, vous vous rendez compte, une jeune fille, par exemple, qui a accouché dans des conditions vraiment difficiles, qui a peut-être été abandonnée à la naissance, ou alors depuis qu'elle est enceinte par le papa de l'enfant, qui, plutôt que de se rassurer de la santé de l'enfant, va aller débourser de l'argent pour faire un acte de naissance. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont concourir à ça, qui vont faire finalement que la jeune femme ou alors la maman qui est déjà un peu plus mature ne puisse pas forcément faire l'acte de naissance dans les délais. Maintenant, il y a également quelque chose qui encourage ces parents-là, c'est parce qu'on sait que à tout moment, on peut aller donner de l'argent et pouvoir faire un acte de naissance. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien plus que il en va bien plus que de la responsabilité des parents. Il y a aussi la responsabilité de l'officier d'état civil qui lui finalement favorise ce genre de choses. Vous arrivez à la mairie pour faire l'acte de naissance de votre enfant. Déjà, là, au niveau de la mairie, il y a ce qu'on appelle les facilitateurs. Ils vont vous prendre de l'argent pour soi-disant signer X ou Y documents. Vous leur remettez de l'argent dans l'espoir que l'acte de naissance sorte plus tôt. L'acte de naissance ne sort pas. Pour les plus poisseux, vous perdez jusqu'à la déclaration de naissance qui vous vient de l'hôpital. Donc, il faut tout recommencer à zéro. Pour le cas d'autres personnes,
On va se dire non, papa a voyagé, on attend que papa vienne parce qu'il faut bien qu'il y ait son nom sur l'acte de naissance de l'enfant et aboutir ce à quoi ça va aboutir. Donc pour vous dire Sam que le problème est bien plus profond qu'on croit. Mais finalement, ça a des répercussions bien graves. Moi, je connais des camarades de classe qui se sont retrouvés avec 3 actes de naissance, qui sont quand même un peu choqués du fait que les diplômes ne sortent pas, qui sont choqués que bien plus tard on n'arrive pas à établir une carte nationale d'identité parce que le système est embrouillé. Seulement pour un seul nom, on a plusieurs. Donc tout le monde est coupable, tendance, les parents, les officiers d'état civil, l'État même à travers des structures comme le BUNEC, les mairies. Toi, tu perçois la chose de quel côté? Tu as oublié les joueurs, c'est les chefs. C'est le papa. Donc, non, laisse les joueurs. Parce que non, je vais prononcer le nom, ça parce que tu vois un joueur qui a 42 ans. Mais dans l'âge du foot, on te dit qu'il a 18 ans. Non, mais il a eu besoin de jouer au football pour gagner sa vie, non? Mais pourquoi il va diminuer l'âge? Tous les jours, on te dit qu'il va te faire l'acte de combat. Un jeune de 35 ans, quand tu reconnais qu'il est vieux, tu regardes que les mollets. Tu vois un gars qui a connu Patrick Soufou à l'époque. Quand tu gagnais les mollets du gars, là, tu savais que Patrick Soufou, on sentait que c'était un vieux. Mais quand les mollets d'abord, il y a les signes qui ne trompent pas. Pour reconnaître quelqu'un qui est vieux, tu regardes ses mollets. Il a d'abord les mollets. Bon, alors, comme Patrick Soufou était de l'aventure de Ghana-Nigeria 2000, qui nous a fait gagner la CAN et qu'il est allé à la Coupe du Monde de 2002, ce serait pas bien? Non, c'était bien, mais sauf qu'il a oublié son âge. Tu comprends ça? Ok. Donc, chers joueurs, apprenez à donner l'âge net. Moi, je n'ai pas honte de donner mon âge. Comme le cas de Carlos Kameni aussi, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de Kameni. Kameni, alors, c'était le Terminator. Ça se voyait même sur le visage. Même quand vous mentez sur l'âge, il y a les rides. Quand on voit les rides, non. Si je manque 25 ans, Sam, tu vas voir les rides sur le visage. Tu vas savoir que quand il y a plus de 30 ans. Pourquoi mentir? Aujourd'hui, tu vois une fille, elle a plus de 45 ans, mais elle vient là sur Facebook. Oh, merci Seigneur pour mes 35 ans. Non. Apprenez à dire la vérité sur l'âge. Je veux faire, l'ongom n'a pas s'élever pour cette affaire. Comme maman a dit que pour faire l'acte de naissance, ce n'est pas un job peut-être. C'est combien ça coûte? Puis moi, je n'ai pas payé peut-être parce que j'ai des enfants, moi aussi. On te dit, va d'abord, tu arrives au commissariat, on t'envoie dans une où on fait la photocopie d'acte de naissance. La copie. Quand pour faire la copie, il faut que tu payes. Tu finis la copie, on te dit, va faire le certificat de nationalité. Le gros français. On va prolonger ce débat avec notre invité, mais d'abord, Charlamel, vous concluez sur le sujet quand même. Si vous avez choisi d'en faire un thème, c'est pour sensibiliser et... Je suis un peu surpris sans qu'on ait pris que le volet des actes de naissance. C'est vrai, c'est pas ça seulement. Combien de femmes sont restées à la maison, le mari est venu avec un deuxième acte de naissance, de mariage? Combien de femmes sont restées à la maison? Elle a signé sur le premier monogamie. L'homme revient avec un autre authentifié polygamie. Madame, le premier a annulé. Le premier a annulé. Je passe à la seconde étape, la polygamie. Combien d'hommes ont arnaqué les banques, ont arnaqué, sont allés se faire des actes de décès, où on a organisé les obsèques, on est même venu, pour le prêtre est venu bénir, c'est que vidé. Et le gars a changé. Combien? Charlamel, si vous permettez en une seconde. Effectivement, j'ai un cas comme ça. Un homme qui est décédé, il vivait avec une fille, il n'était pas marié. 6 mois après sa mort, la femme nous vient nous brandir l'acte de mariage qu'ils ont fini. On porte plainte, on constate le faux. La femme peut porter plainte contre nous, le tribunal vient de lui donner raison, le tribunal vient de lui donner raison. Voilà, malgré la première décision de justice qui reconnaît que c'était un faux acte de mariage. Voilà. Donc ça me s'avère, c'est plus grave, le mal est plus profond. C'est l'État qui a commencé à cautionner cela. Lorsqu'il fallait envoyer des joueurs, des athlètes, l'État a dit non, laissez fabriquer des trucs comme ça pour que les gars aillent se retrouver. C'est l'État. Ça commence d'abord par le sommet avant de se retrouver à la base de Sam Severango. Aujourd'hui, c'est devenu une affaire. Je connais un gars qui tous les jours rentre chez lui avec 50 000 francs. Rien que pour la confection des actes de naissance. Je dis 50 000, il est reconnu. Il a le nom de tous les maires. Si tu veux le maire de Yokadouma, il a le maire, il a les cachets, il a tout. Il imite les signatures Sam Severango. Ils sont là, ils sont connus. Allez ici à Deido. En face de l'hôpital de Deido, juste en face, derrière le commissariat. Ils sont là, c'est le Centre national d'études, de recherche, de conception et d'établissement. C'est là-bas. C'est un centre spécial d'état civil. C'est pour ça que je dis que c'est ça le centre. Tous ceux qui sont à l'avant, ce n'est pas les photocopies. Et ces documents, ils font foi quand ils sont délivrés? Mais ça, c'est là où aujourd'hui la fonction publique en paye. Parce que vous allez déposer, on rejette. Vous allez déposer tel dossier pour ceci, on rejette. C'est ça. Faux diplôme, faute de naissance, faux. C'est ça qui plombe ce pays aujourd'hui. Les coupables sont là, on les connaît.
ils boivent et prennent le thé ensemble, Sam Severango. Merci, Charles Armel, parce que le problème est profond et un véritable malaise. On va, sans transition, introduire notre invité qui est là ce matin pour parler des droits de l'homme. Et d'ailleurs, je crois que ça fait partie des droits de l'homme, hein, l'établissement des actes de naissance, de l'état civil, les actes de mariage. On va donc l'introduire, Madame Sylvine Dogmo, elle est militante des droits de l'homme, disons-le comme ça. Elle milite pour un changement de mentalité sur bien des questions. Alors, sur ce sujet, Madame, vous allez d'abord nous donner votre avis. Bienvenue déjà, bonjour. Bonjour, Sam Séverin. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Et vous-même? Ça va, ça va. Alors, sur le sujet, vous êtes bien imprégné de cette réalité triste au Cameroun. Vraiment triste cette réalité. Je suis vraiment imprégné. J'ai été très touché quand le monsieur faisait son intervention tout à l'heure. Parce qu'en 2014, entre 2014 à ce jour, nous avons mené un projet à Douala, dans la région du littoral, je veux dire, sur un projet d'information des citoyens en vue de réhabiliter l'état civil dans la région du littoral. Ce projet a démarré par une étude. Bien entendu, c'est une étude très circonscrite dans quelques établissements scolaires de la région qui ont pu permettre de déceler 27 203 enfants sans acte de naissance, 27 000. Voilà. Et nous avons pris deux arrondissements cibles, c'était Douala 5 et Dibombari. Et nous l'avons choisi pourquoi? Parce que nous voulons tenter une procédure d'accompagnement afin que ces enfants puissent avoir des actes légaux. Et tout, nous avons pu, entre-temps, l'étude a montré, entre autres, d'abord, l'ignorance des délais et des procédures. Parce que beaucoup de gens, y compris les officiers d'état civil, ne connaissent pas les délais, ne connaissent même pas. Il y a également le problème d'irresponsabilité des parents. Ça a été également noté. Mais je vous assure, il y a un problème qui est né, on en a même parlé à Equinox une fois, qui a l'air de rien, mais qui est vrai, la corruption. La corruption est un véritable frein. Et ça a été également relevé au cours de l'étude. Donc c'est la corruption, ça a été relevé. Il y a également des plaisanteries culturelles. Je parlerai du cas de Dibombari. Je me rappelle dans des causeries, des focus group que nous avons organisés à Dibombari, il y a des parents, des grands-parents qui se lèvent et disent non, je ne peux pas permettre qu'on donne le nom de ce bandit-là à mon petit-fils. Donc c'est autant de choses. Mais je voudrais relever, pour appuyer le monsieur, que ça n'a l'air de rien. Maintenant, dans le cadre de l'accompagnement, parce que nous avons travaillé avec l'Union européenne et avec les autorités à qui je dis merci, le président de la Cour d'appel du littoral a donné un document pour faciliter, parce qu'après 6 mois, vous êtes obligé de passer par le tribunal et avoir un jugement supplétif pour avoir un acte de naissance authentique. Alors, nous connaissons tous les procédures au Cameroun, c'est tellement compliqué, c'est tellement lourd, c'est tellement corrompu. Alors, il a déverrouillé en nous donnant ce document qui était adressé aux différents présidents des tribunaux, Dokoti, Dibombari, etc. Mais je vous assure, le processus d'accompagnement, parce qu'à ce jour, nous avons pu accompagner environ 1000 enfants qui ont des actes légaux. Il y en a sur les 27 000. Sur les 27 000, donc il y a encore 26 000 qui attendent. Mais je vais peut-être conclure ici en disant, le processus d'accompagnement de ces enfants nous a permis de comprendre que la réalité, les problèmes sont réels. La corruption, malgré tout ce qu'on dit, Bobo l'a dit, les textes sont clairs, c'est gratuit, mais la réalité est toute autre. Et je vous assure, la corruption, ceux-là même qui sont censés accompagner, je parlerai des officiers d'état civil, je parlerai même des tribunaux, pas tous bien entendu, c'est pas tout le monde qui est corrompu, mais je dis, ces milieux-là qui sont supposés accompagner sont des véritables freins et ça pose un droit, le problème de droit à l'identité. Aujourd'hui, on se plaint. Notre organisation travaille spécifiquement sur les questions de paix et de sécurité. Elle ne saurait être maîtrisée dans notre pays tant que la nationalité n'est pas sécurisée. Il y a plein de Tchadiens qui sont devenus Camerounais. Il y a plein de Centrafricains qui sont devenus Camerounais. Il y a plein de Nigériens qui sont Camerounais. Je vous assure, à l'extrême nord, les Camerounais sont traînés aux tribunaux, pas des Tchadiens, parce qu'ils sont plus Camerounais que les... Donc c'est un problème assez... Alors, tendance, Madame Domo, elle parle très bien. Non, ouais. C'est comme ça. Je la connais depuis, non? C'est une femme qui... C'est une femme qui elle parle bien. C'est une femme qui était à l'école. Elle sait s'exprimer. Elle maîtrise son sujet. Elle maîtrise son sujet. Elle n'est pas... C'est 25 000, c'est 26 000 qu'on parle de rester égaux avec les autres. Moi, je voudrais dire, la solution des problèmes au Cameroun sont des solutions qui doivent être politiques. Parce que dans le cas d'espèces, c'est les politiques, c'est ceux qui sont chargés, aidés, qui font blocage. À ce moment, nous, en tant qu'organisation, nous avons mis tout en œuvre. Nous avons aidé les parents, nous avons aidé, constitué les dossiers. Mais ceux qui sont
Qu'est-ce qu'il faut? Ça veut dire qu'il y a une nécessité de revoir tout le système, de sensibiliser et de plaider sans se fatiguer. Parce que jusqu'à preuve de contraire, il y a tout un système qui est... Et ce système est verrouillé. Je vous assure, les centres d'état civil, ce que vous venez de dire, c'est tellement vrai. Un enfant, même dans le cadre... Vraiment, je n'ai rien contre Douala 5, je l'ai toujours dit. Mais dans le cadre de l'accompagnement, nous avons fait 2 semaines installées à Douala 5e, dans le cadre des campagnes de sensibilisation grand public, où nous avons mobilisé des médecins à qui je dis toujours merci, les officiers d'état civil, pour délivrer gratuitement les certificats d'âge les non existants des sources, qui sont les 2 pièces essentielles. Voilà. À ce moment-là, ces 2 pièces, les médecins sont venus signer gratuitement, les officiers gratuitement, mais simplement certains agents de la mairie interceptaient les parents là-dehors et prenaient de l'argent. Ça veut dire que ça crée même à confusion. Avec votre présence. Absolument. Nous sommes installés au 2e étage, mais en bas on prend de l'argent. Ce qui fait qu'il y a une dame qui nous a dit, mais madame, vous installez, vous prenez de l'argent. Donc, il y a après la confusion. Nous avons porté le problème à l'attention du maire. Pour dire quoi? Mais qu'est-ce que le maire a fait? Oui, bon, le maire, bien entendu, a saisi la responsable, la dame qui est responsable du bureau d'état civil, afin qu'elle puisse dénicher ces personnes-là, essayer de prendre... Elle-même n'était pas coupable. C'est ça. Donc, c'est pour dire quoi? C'est un problème suffisamment sérieux. Et il y a lieu de revoir tout le système. Et je voudrais finir en interpellant chacun de nous, et surtout les responsables. Aujourd'hui, nous nous plaignons. Il y a beaucoup à rampasser. Ça va continuer si ces éléments-là ne sont pas maîtrisés. Tant que l'état civil n'est pas maîtrisé, on ne peut pas maîtriser des procédures sécuritaires même du pays. Il n'y a aucun recensement qui n'est possible, il n'y a aucun programme qui va être efficace. Et aujourd'hui, quand on nous parle de 5000 filles ou bien 400 personnes tuées, on a l'impression que ce sont les enfants des autres. Mais pourtant, on a envie de vous demander, est-ce que c'est si difficile à maîtriser, hein? Parce que si on a une administration lourde, budgétivore, et là je parle globalement au Cameroun, pourquoi est-ce que celle-ci ne peut pas maîtriser le recensement général de la population, ne peut-elle pas maîtriser l'état civil? Je crois que c'est une incompétence, une incurie qui doit être dénoncée et qui étonne, parce qu'on a même le sentiment à travers ces révélations, et je vous en remercie beaucoup, parce que vous n'étiez pas spécialement informé que nous avions ces thèmes à l'ordre du jour. Et toutes ces précisions nous permettent de nous dire, mais le pays est très mal géré. On est même, je ne sais pas, essayez de me trouver les mots par rapport à... Ça, c'est vrai. Je voudrais vous dire c'est grave. Normalement, après, quand un enfant naît, déjà la nouvelle loi de 2006 a prorogé un peu le délai. Mais après 3 mois, avec une lettre du procureur, l'enfant peut avoir un acte de naissance. Mais après 6 mois déjà, c'est le tribunal. Mais au sein de certains officiers d'État, de ces centres d'état civil, même après 6 mois, 1 an, 15 ans, on délivre. Nous avons posé la question. Nous avons posé la question, on dit, mais c'est vous qui êtes supposé donner la bonne information au public. Ils nous disent, oui, vous savez, chaque année, parce que normalement, les registres doivent être transmis, n'est-ce pas, au centre d'état civil principal et ensuite au tribunal. Une seule copie reste à la mairie. Ils nous disent, non, en réalité, quand ça se passe, on garde quelques feuillets pour d'éventuels retardataires. Je suis bien d'accord. Mais sauf que, quand vous rectifiez votre feuillet, qu'est-ce que vous faites du feuillet qui est avancé? Je voudrais donc dire à Sam Séverin qu'il ne soit pas surpris lui-même d'apprendre un jour qu'il n'a pas d'acte de naissance. Voilà. Parce qu'il aurait des souches existantes pour permettre aux autres d'avoir des actes de naissance. Voilà, c'est ce qu'il fallait. On peut sortir de ce sujet, monsieur Tachou. Oui, pour dire, si déjà les droits de l'enfant ne sont pas respectés, concernant-il des droits de l'homme en eux-mêmes, puisque vous êtes là-dessus, dites-nous aujourd'hui quelle est la situation des droits de l'homme au Cameroun à l'heure actuelle. Bien entendu, elle est vraiment inquiétante. Elle est très inquiétante parce que tout le monde qui regarde l'actualité, qui lit les événements, elle est inquiétante. Tout à fait. On peut partir d'un exemple de l'actualité parce que, comme le sujet est très vaste, les droits de l'homme, ça englobe bien de choses. Parlons donc peut-être du cas des médecins ou encore de celui des dockers du port de Douala. Je ne sais pas quelle est l'actualité qui vous interpelle sur ces 2 cas principaux qui agitent l'opinion aujourd'hui, Madame Dogmo. Oui, mais je voudrais dire déjà, il y a des médecins, il y a les dockers, il y a les enseignants, il y a les magistrats, il y a la marine marchande depuis peut-être 2 ans. 3 ans, c'est la 4e année. Au moins, il y a les prisons. Ce sont des indicateurs qui montrent que les droits de l'homme, la situation des droits est vraiment dramatique. Et si on y prend garde, moi, comme tu me rappelais tout à l'heure, qu'il y a quelques années, je t'avais dit, le Cameroun est dans une situation de conflit latent. Elle perdue cette situation-là. Donc la situation est déplorable et cela se voit simplement par
des multiples mouvements, des protestations, les grèves et autres. Donc là, elle n'est pas bonne. Il y a les arrestations arbitraires, il y a les affectations. Hier encore, je suivais à la radio et à la télé, à Kinox justement, on parlait de ces médecins qui ont été... Mais c'est grave. C'est quoi? C'est un peu fou ce que vous êtes en train de dire, parce que souvenez-vous des différents rapports rendus par des organisations non gouvernementales, beaucoup plus internationales, dans lesquelles on montrait quand même que le Cameroun est un pays dans lequel les droits de l'homme ne sont pas respectés et triple peut-être de malheur. On a eu de grandes sorties du ministre de la Communication. Tout cela était bien, mais de comprendre que les Camerounais vivant au Cameroun donner de tels propos. Est-ce que vous n'êtes pas... Non, je me dis, il faut pas aller à l'école pour le savoir. Ça ne va pas. Mon enfant qui a 4 ans, il regarde la télé. Si celui qui a 10 ans, il regarde la télé, il voit, maman, pourquoi les gens sont mécontents? Je vous assure, quand le minimum est respecté en termes de services sociaux de base, les gens ne peuvent pas se plaindre. Et si les gens se plaignent, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et quand ils se plaignent, ils doivent être écoutés. Et quand au lieu d'être écoutés, ils sont sanctionnés, ça veut dire qu'il y a un problème de respect des droits fondamentaux. Hier, parlant de la situation des médecins, c'est le droit le plus absolu. Et je vois que ces médecins vont au-delà des revendications corporatistes. Ils vont au-delà parce qu'ils souhaitent des meilleures conditions dans les hôpitaux. C'est pour vous et moi, n'est-ce pas? C'est pour tous les malades. Ça veut dire que les médecins, au-delà de leurs propres préoccupations, pensent aux malades. Moi, je suis syndicaliste dans le syndicat des enseignants. Quand on lance les mouvements de grève, on nous dit, oui, non. Nous revendiquons, par exemple, entre autres, qu'il n'y ait pas 250 élèves dans une classe, qu'il n'y ait pas 150. Est-ce que c'est seulement pour l'enseignant? Donc, en réalité, ces médecins-là, en tout cas, les mesures répressives ne sont pas pour faciliter, bien au contraire, elles contribuent à radicaliser. Et quand on se retrouve à une situation de radicalisation, c'est grave. Exemple, le cas du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et du port de Douala aujourd'hui qui est en train de vouloir prendre feu. Oui, madame. Ça tombe bien parce que ce matin sur une radio internationale, on écoutait justement un responsable d'Amnesty International parler des nouvelles mesures prises par les gouvernements africains pour empêcher un tout petit peu que le citoyen s'exprime. On a notamment parlé du cas du nord-ouest Cameroun et du sud-ouest Cameroun où on avait déjà développé la nouvelle stratégie de couper la connexion Internet. Le cas des médecins au Cameroun avec ce qu'ils ont appelé les techniques d'incarcération mobile. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'on va vous empêcher de toutes les façons de vous exprimer, soit en vous déportant sur un autre site, soit en vous mettant dans des voitures pour vous empêcher de prendre part justement à certaines manifestations. Mais qu'est-ce que le Camerounais lambda, lui également, peut faire maintenant pour contourner ces nouvelles stratégies que les gouvernements ont mises en place? Parce qu'on ne va pas rester à attendre que le gouvernement qui décide de tenir l'accord de la lâche. Moi, je voulais peut-être partager mon cas. Quand j'étais à Bafoussam, j'étais au lycée bilingue de Bafoussam. Nous étions dans le syndicat et on revendiquait simplement des meilleures conditions de travail, n'est-ce pas? Et on m'a affecté à 2 reprises. On m'a envoyé après Foucault, très loin. Après Foucault, non pas à Foucault. C'est-à-dire que j'attendais le véhicule pendant 4 heures. Bien entendu, pour rester dans la ville, on vous balance très loin. Mais moi, ce que je faisais, déjà j'arrive. Moi, j'ai créé le comité des femmes du syndicat là-bas. Ça veut dire que ça ne m'empêche pas de continuer de militer. Ça, c'est d'un. De deux, quand il y a des violations, il faut le dénoncer. Et il faut même saisir les juridictions. Parlant des médecins, je pense qu'ils doivent le faire. Ils doivent le faire pourquoi? Parce qu'il y a un mois à venir à organiser une discussion au cours de laquelle nous avons compris que les CMA, les hôpitaux de district, chaque hôpital a ses responsabilités sur le plan de l'organigramme du ministère de la Santé. Et un médecin de certaines spécialités ne saurait se retrouver dans un... C'est pas possible. Donc, quand vous avez un certain type de maladie, vous pouvez aller au CMA. Parce qu'à ce niveau-là, il y a un généraliste. Plus on grève, alors les spécialistes doivent être présents dans des hôpitaux bien précis. Donc envoyer un médecin spécialiste, neurologue, etc., dans un CMA, c'est même violer l'organigramme. À ce moment-là, ils doivent être dénoncés et cette situation doit être dénoncée et les médecins ils doivent être rétablis dans leurs droits. Très bien. Bon, mesdames. Oui, Sam, je vais m'inspirer du titre de l'ouvrage, pas du contenu, de Grégoire Ronan 96. Il disait RDP, un bateau dans la tourmente, mais les raisons d'espérer. Madame, vous qui travaillez avec les partenaires au développement, c'est comme ça qu'on l'appelle, vous avez dit vous-même que c'est de la responsabilité de politique, la politique a échoué. Comment les partenaires au développement peuvent nous aider à sortir dans tout ça? Vous qui les connaissez mieux, que ce soit au niveau de l'organisation syndicale, au niveau des droits de l'homme en général, est-ce qu'on peut croire en eux? Ils peuvent nous apporter quel soutien? Moi, je pense qu'ils apportent suffisamment.
Mais, notre problème maintenant, c'est le système. C'est notre système. Il faudrait beaucoup de temps, il faudrait beaucoup de travail pour le remettre sur pied. Mais les partenaires au développement aident maintenant dans le sens de, comment je vais dire, vous savez, l'environnement n'est pas propice. Je voudrais toujours prendre le cas, peut-être pour qu'on comprenne mieux, le cas de notre organisation. Nous avons mené un plaidoyer pendant longtemps, mais quand on mène un plaidoyer, c'est en direction des politiques pour que des choses soient changées. Mais on ne nous écoute pas. Il a fallu qu'un partenaire, nous saisissions un partenaire au développement avec qui nous avons travaillé. À ce moment-là, le plaidoyer a abouti parce qu'il y a eu un intermédiaire. Donc, il sert quand même de courroie entre les individus, Par des exemple, organisations. comme le programme CDDL, la Caisse française de développement décide que va accompagner le Cameroun pour la troisième phase, pour le droit à l'alimentation. Donc, on va investir dans l'agriculture. Vous pensez que ça peut aider le Cameroun à répondre? Et Déjà, quel pourrait être le blocage, si vous connaissez l'environnement? Non, il y a toujours beaucoup de blocages, mais je dis les partenaires aident déjà en termes de connexion avec les politiques. Mais je vous assure, certains sont également bloqués. Et certains parfois se retrouvent même parfois dans la peau des politiques. Les partenaires aident également avec des soutiens techniques et parfois financiers, beaucoup plus financiers également. Donc ils peuvent également accompagner techniquement qui ont comment je vais dire, des agendas, des programmes, mais non pas toujours la technicité nécessaire, l'expertise nécessaire. À ce moment-là, les partenaires interviennent pour accompagner en termes d'appui dans l'acquisition de l'expertise nécessaire. Également, les partenaires aident sur le plan financier dans la mise en œuvre des programmes. Tous ces exemples-là, je parle en prenant notre organisation comme exemple. Mais je voudrais le dire, le Cameroun est vraiment un cas d'école, je vous assure. Un cas d'école, pourquoi? Parce que beaucoup de partenaires, parfois nous avons un peu de la peine pour eux. Malgré, ils sont dans l'adversité. Ils se retrouvent dans un système au Cameroun, ils ne se retrouvent pas. Vous savez, si on vous envoie aujourd'hui au Mali, n'est-ce pas? Vous n'avez aucun parti pris. Vous allez travailler sereinement. Mais plusieurs Maliens viendront avec beaucoup à un moment, vous êtes perturbés. Donc, ça fait que parfois, ils sont un peu emballés dans le système des politiques. Très bien. Sur le cas des droits de l'homme au Cameroun et sur la loi antiterroriste qui a été votée en 2014, il faut s'inquiéter quand même de l'année qui arrive, 2018, madame, parce qu'aujourd'hui, heureusement, vous travaillez pour la paix, préservation de la paix, et là, on peut dire que vous avez beaucoup de chance parce que le Cameroun est un peuple pacifique, parce qu'on voit bien ailleurs qu'à la moindre chose, il y a des mutineries, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais chez nous, ici, on garde notre calme, on supporte, et on se remet très vite dans les rangs. Alors, est-ce que vous êtes inquiète pour la suite sur les effets dangereux contenus dans cette loi-là, qui peut aller combattre certaines libertés des personnalités qui voudraient peut-être se mettre en action pour aller conquérir des responsabilités? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'on peut faire une marche arrière par rapport à cette loi qui est liberticide? Je voudrais déjà dire, je suis rentré il y a juste 5 jours de la Suède où nous avons assisté au forum d'A8. C'est un forum annuel pour les questions de paix et de sécurité. Et il y a eu un panel auquel j'ai assisté sur, en anglais c'est shrinking space, c'est-à-dire réduire l'espace pour la société civile, pour les défenseurs des droits humains. Et dans des éléments de réduction, il y a la loi, il y a les lois. Donc la loi contre le terrorisme et beaucoup d'autres sont des éléments pour pouvoir réduire les libertés, pour pouvoir les moyens d'action des citoyens et même de la société civile. Ça, c'est des stratégies. En tout cas, moi, je suis très inquiète. Je suis très inquiète et je ne parlerai pas comme toi en disant les Camerounais sont pas... C'est même dangereux. Parce que parfois, quand vous parlez à quelqu'un qui ne dit rien, mais non, c'est une bombe à retardement. Il n'y a aucun être humain qui va accepter qu'on l'étrangle comme ça. Un bon matin, il va réagir, même si c'est votre enfant. Donc, moi, je suis très inquiète du fait que beaucoup de... Entre guillemets, il y a quelques années, qui aurait imaginé qu'on serait à la situation tel le sud-ouest et le nord-ouest? Ça veut dire quelque part c'est dangereux. Je suis inquiète. Donc la résilience, la résistance qu'on a fait montre ne peut pas tenir plus longtemps. Non, elle ne peut pas. Ouais. Elle ne peut pas déjà. Ce n'est même pas réalité. Parlant de la non-violence, c'est quoi? Ce n'est pas seulement c'était yes, 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 yes and yes. Non. Il faut dire non parfois. Et c'est la façon de dire non. Donc les Camerounais doivent pouvoir dire non. C'est la façon de dire non qui est importante. Donc je suis inquiète et j'espère qu'on puisse, à ce niveau, quoi, les élections, comme vous venez de le dire, c'est en 2018. J'espère qu'on peut regarder ensemble, identifier tous les signaux d'alerte précoce et prendre des mesures conséquentes. Ok. Alors, Madame Davo, oui, ça vient de ma seule tendance.
Madame, non, avant d'arriver en Suède, tu es pas ça. Je sais pourquoi il demande ça. Non, 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 pas Bruxelles. Donc l'avion ne s'arrête pas à Dubaï. Je ne suis pas passé par... Maman, ni tu es forte. Elle nous avait dit que Madame Dormo, que pour arriver en Suède, on s'arrête d'abord à Dubaï, non? Non. Après Dubaï, on s'arrête au Tchad. Après on continue, on s'arrête en Libye. Ça dépend de la compagnie qu'on emprunte. Si j'avais pris Air France, je serais passé par la France. Mais j'ai pris Bruxelles Airlines, je suis passé par Bruxelles. Ok, maman. Maintenant, la deuxième question, non. Comme vous êtes là pour le droit de l'homme, est-ce que vous avez déjà causé avec les autorités ou encore le Ngomnang? Voilà. Les Ngomnang par rapport au cas des mineurs qui sont en prison qu'on n'a jamais jugé. Ou encore les prisonniers qui sont là parce qu'ils ont arraché le porte-monnaie. On les prend comme ça, on les envoie en prison. Personne n'est derrière. Vous avez encore... Est-ce que vous avez évoqué le sujet là pour les gens qui sont en prison au Cameroun? Oui, nous avons assisté à un atelier à Kribi. C'était en octobre, c'était 2 semaines, organisé par Equitas. Et l'atelier permettait simplement d'identifier des problèmes des droits humains dans les pays. Il n'y avait pas que le Cameroun. Et l'un des problèmes qui a été relevé, comme dit le dit tendance, c'est le surpeuplement carcéral. Déjà, il y a le surpeuplement, mais à l'intérieur même de cet espace carcéral, il y a beaucoup de gens qui sont innocents. Donc, il y a un problème de délai. Des délais même déjà de délai au niveau des tribunaux. Il y a un délai, parce qu'il y a des détentions arbitraires, il faut le dire. D'abord des arrestations et des détentions. Donc il y a ce cas-là, mais nous avons simplement porté à l'attention d'autres organisations parce que chaque organisation a un domaine spécifique. Nous avons, en ce moment, il y a un projet qui est déroulé par Equitas Cameroun sous l'égide de l'EIP, École Instrument de la Paix. Sur la torture. Et ça, c'est l'un des volets de ce projet-là, pour dénoncer et proposer des solutions à ce, comment je veux dire, à ce problème de surpeuplement d'une part, également de détention arbitraire, parmi lesquelles... Pour le Cameroun, je ne te coupe pas mal. Oui. 1 minute, mon cœur. J'ai dit. Oui. Oui, vas-y, tendance, on les prisons du est à la Cameroun, fin. c'était mieux d'insister sur le Cameroun parce que je préfère faire la prison ailleurs que de faire au Cameroun. On dit que quand tu fais la prison chez les Blancs, le matin, on te donne à manger. On demande si tu es malade, on s'occupe de toi. Mais ici au Cameroun, quand on t'envoie en prison, tu manges même les souris. C'est ce qu'on a dit. Mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'étais à la prison de Newbell. Honnêtement, les prisons... Qu'est-ce qu'on peut faire, madame? Vraiment, en 1 minute, vous pouvez nous dire pour améliorer les conditions d'incarcération au Cameroun? Moi, je pense que chaque citoyen doit pouvoir le dénoncer et le prendre sérieusement. Parce que parfois on dit c'est l'histoire des organisations. Non, il faut pouvoir dénoncer cela. Et quand des actions sont menées, par exemple, je vois souvent des organisations qui envoient des pétitions pour qu'on puisse pousser des politiques à prendre un certain nombre de décisions. Les gens ils ne se sentent pas concernés. Et moi, je pense que... sans jamais se fatiguer, c'est l'éducation, l'information, la sensibilisation et le plaidoyer avec des éléments. Quand on mène des études, on a des éléments sous la main pour pouvoir convaincre les plaidoyers, les politiques de prendre des décisions appropriées. On a 3 minutes, Charles Hamel. Oui. Moi, je vais poser une question. Allons droit au but, parce que depuis vous abordez, c'est bien beau. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait problème dans l'application des droits fondamentaux humains, les droits de l'homme? Est-ce que c'est un problème d'alternance parce qu'on veut se maintenir au pouvoir? Est-ce que c'est un problème de mal-gouvernance avec ces problèmes de clientélisme, corruption et tout? Quel est le problème dans l'application des droits de l'homme? Ça a été clair. Le problème, c'est le problème de mal-gouvernance. C'est ça, le non-respect de l'application des lois. C'est ça, c'est la mal-gouvernance. Parce que les lois, le Cameroun, je vous assure, sur le plan législatif, est très bien muni, très bien doté. Donc le problème ici, c'est la mise en application de ces différentes lois-là. Donc il n'y a pas de problème au niveau des lois, c'est les mettre en application. Et les lois ne sont pas mises en application à cause de ceux qui sont placés là pour les mettre en application. Et peut-être parce que les garde-fous que vous représentez, vous ne servez pas de levier de contrôle pour essayer de débloquer comme un électrochoc pour que ceux qui sont aux affaires... C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle même de la protection des défenseurs des droits humains également. Parce que c'est des gens qui dénoncent au quotidien, c'est des gens qui prennent des actions, et c'est des gens qui sont également victimes, qui sont en danger. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai vu. Dernière question, Madame Dogmo, vous êtes de la société civile. Si vous faites la description assez chaotique de la situation des droits au Cameroun, c'est parce que, dites-vous, la malgouvernance. Et pour s'en débarrasser, il faut un changement de système. Et aujourd'hui, question d'actualité, en France, le changement de système est venu d'une personnalité émanant des milieux de la société civile, on peut le dire, qui n'est pas d'un appareil. Est-ce que le Cameroun, dans ce cadre, peut se situer dans la même logique? Est-ce que vous vous préparez également dans la société civile qui est la vôtre à vous associer à d'autres forces pour prôner l'alternance au Cameroun?
en réalité, le rôle de la société civile, c'est un rôle de veille, un rôle d'éducation. Et nous ne cessons de le faire. C'est d'éduquer et c'est de veiller à ce que les lois soient respectées. Donc, ce que nous pensons que le combat, ce n'est pas peut-être au niveau des individus, c'est du système. Si ceux qui sont en place veillent à ce que les droits humains soient respectés, les droits fondamentaux soient respectés, que les Camerounais aient accès aux services sociaux de base, on ne se plaindrait pas. Donc le problème part de là. Puisqu'ils ont échoué à pouvoir mettre ça en place, alors il faut de nouvelles personnes. Absolument. Est-ce que vous travaillez à cela? C'était ça la question dans votre société. Oui, mais simplement notre rôle, n'est-ce pas? Oui. C'est de veiller la conscience des Camerounais afin qu'ils comprennent que les intérêts ne doivent pas être pécuniers. S'il y a un débat à Equinox, par exemple, et les gens présentent leur parti politique, le Camerounais lambda, c'est ce que nous faisons, doit comprendre qu'il doit choisir son candidat sur la base d'un programme et non sur la base du nombre de kilos de maquereaux qu'on va lui donner. Donc c'est pourquoi notre travail, c'est de sensibiliser, d'informer, afin qu'ils comprennent les enjeux. L'autre chose que nous faisons, c'est pouvoir permettre aux citoyens même de pouvoir voter également. Donc nous travaillons à ce que beaucoup de Camerounais puissent aller aux élections, mais qu'ils fassent des choix vraiment conséquents. Merci beaucoup, Madame Sylvie Ndogmo de la société civile camerounaise, militante des droits de l'homme. Vous revenez de la Suède également, où vous avez pris part à un forum sur ces questions-là. Vous étiez donc notre invité droit de ce jour pour évoquer la situation au Cameroun en matière de droits de l'homme. On ne cessera de vous remercier d'avoir accepté notre invitation. L'émission Le Zénith se poursuit à présent avec la musique, puisque nous avons franchi allègrement la première heure. Mais vous ne partez pas, chers téléspectateurs. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de cette émission. Voilà, c'est une belle musique de Jocelyne Berroir. Voilà, je vois des gens sur ce plateau qui s'en sont délectés. Bon, ça fait partie des musiques que la génération actuelle n'a pas connues. Voilà. Moi, on écoute ça qu'on avait, monsieur, non? Tu le regardes dans les yeux. Non, Il te regarde dans les yeux, vous vous embrachez. Tu dis, bébé, dis-moi le jour. Bébé, tu te souviens le jour que tu m'as fait la cour? En même temps, la musique s'y passe. Non, on ne veut pas entrer dans ton intimité. C'est des musiques Non, exotiques, je parle pas de tendance. moi. On regarde on écoute en amoureux. Tendance, c'est des musiques exotiques qui font rêver, qui font penser à l'âge de la jeunesse, tendance. Et c'est à ce moment qu'on se souvient, ah, si je pouvais encore. Il y a beaucoup de choses que j'aurais refait. Les messages qui nous sont parvenus avec vous, madame. Oui, on a ce message qui est signé de Z13, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui nous écrit depuis Konsamba, qui dit, moi je pense qu'il existe, derrière cette générosité, il se cache autre chose, c'est-à-dire par exemple ce monsieur qui aide cette femme, chaque matin en la portant dans son véhicule, ce n'est pas interdit, mais ça devient dangereux quand il se retrouve en train de déjeuner et que la dame l'appelle qui se précipite pour sortir. Donc, c'est en quelque sorte ce qu'on a pu tirer de ce message un tout petit peu haché ce matin. Et celui-ci a sa suite qui, bien évidemment, vient également réagir par rapport au thème du jour. C'est quelqu'un qui dit, vous avez parfaitement raison sur cette histoire d'acte de naissance qui est déclaré au Cameroun, même après 3 ans. Et c'est Brenda qui nous a fait le message depuis la ville de Konsamba. À la suite de Brenda, il y a également ce message qui dit, tout est faux au Cameroun, j'ai dépensé 40 000 francs pour faire ma CNI. Alors là, on vous a vraiment arnaqué. Et à la suite de ce message, dans celui-ci, toujours pas signé, qui dit ce que vous dites est vraiment pertinent, car j'ai un ami en Master 1 qui aujourd'hui a peur parce qu'il fonctionne depuis la classe de 6e avec un faux acte de naissance et se demande ce qui pourrait devenir de lui si le dit acte de naissance venait à être détecté. Et ce message également à la suite, c'est celui de Junior qui nous écrit depuis Bonabéry, qui dit c'est de la faute aux officiers d'état civil et la faute à la loi, car le bas peuple n'est qu'une victime de ce système. Il faut sensibiliser la population, car ce sont des personnes qui se retrouvent souvent en train de le faire dans la peur et dans l'ignorance. Et on vous disait, c'est un message signé de Junior qui nous écrit depuis Bonabéry. À la suite de Junior également, cet autre message, c'est quelqu'un qui dit c'est vrai, c'est l'État lui-même qui a commencé avec le faux. Souvenez-vous de l'affaire Roger Mila avec le sport militaire. On l'a même fait militaire pour la circonstance. Mais là, ce n'était pas un faux. Ce n'était pas un faux à l'époque là. Non, il était à l'époque question que, premièrement, tous ceux qui sont dans les grandes écoles on bénéficie d'une formation militaire, INJS, ENAM, École normale supérieure, École de poste et tout. Mais également,
à l'équipe nationale de football. C'est-à-dire, c'est là on vous fait la culture patriotique sous le drapeau. Il y en a qui ont préféré être militaires, comme le Mungam Dagobert, qui ont préféré continuer leur statut de militaire. Donc, il n'y avait pas de faux sur ce strict point de vue. Très bien. Maintenant, sur ce que Tendance disait tout à l'heure à propos de ceux qui ne veulent pas assumer leurs âges, je crois que c'est un vrai débat aussi, ici chez nous au Cameroun. Pourquoi est-on obligé de couper, d'être obligé de couper son âge? C'est vrai, il y a des raisons qui sont liées à la scolarité, la scolarisation, parce que passé un certain âge, on ne devrait plus être admis dans une certaine salle de classe. Mais disons-le très clairement, il faut savoir assumer son âge, je pense. J'ai une amie qui a 27 ce sont les filles qui n'aiment pas assumer, principalement. J'ai une amie qui a 27 ans chaque année, Sam. Mais je connais son âge. Tu es né en 75. Et tu es même ma grande de très loin. Pourquoi tu veux mentir sur ton âge? Même rien que ton corps, on sent que tu es vieille. Que de mentir. Quel est un an de plus, non? Vois ces réseaux. Elle se filme, elle est sur les Mais c'est vrai que le poids de l'âge est plus lourd à porter pour la femme aussi, hein, c'est ça? Oui, il y a les signes qui ne trompent pas. Ce qui m'énerve, c'est qu'elle ment à tout le monde sur les réseaux sociaux. Merci Seigneur, comme j'ai mes 27 ans. On a des choses au moins 8 calendriers là que 27 ans. Le jour même de ta naissance, je suis au courant, c'est parce qu'elle n'aime pas dire aux gens. Si tu laisse-la comme ça. Si elle n'avait pas fait comme ça sur mon nom, elle ne va pas dire qu'elle est née en 75. Tu es né le 6 avril 75, à l'hôpital de Fotouni. Mais c'est bien, Charles Abel, ceux qui ont vécu plus longtemps, je crois que c'est une bénédiction en réalité. Moi, j'aimerais pouvoir atteindre 96 ans, par exemple, un jour. C'est vrai, Sam Sévérin, mais il faut dire que dans tous les secteurs ont été pilonnés par cette affaire d'âge. Aujourd'hui, vous dites que les grands-pères ne veulent pas libérer les postes au niveau, ne veulent pas libérer les bureaux au niveau de l'administration centrale de Yaoundé. Mais Sam Sévérin, quel âge ils ont? Vous voyez les cheveux blancs en apparence, à l'extérieur, mais vous savez quel âge ils ont? Beaucoup là ont encore 45 ans. Beaucoup de ces vieux qui sont là, qui sont croulants, ont encore 30 ans. Parce qu'ils sont passés par combat. Ça, il faut le dire, Sam Sévérin. Tous sont passés par combat. Tous sont passés par Bonamo Sadi à l'université au Cradat, qui était le centre de fabrication des faux diplômes. Ce n'est pas connu. On a nettoyé Bonamo Sadi pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Mais ça a perdu de ce côté avec les complicités au niveau de la cellule d'informatique des différentes universités. On connaît l'ensemble des choses qui se passent et je crois qu'à ce niveau, il faut dénoncer. Il faut dire, Sam Sévérin, aussi que aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un avec le phénomène de la colle à l'époque d'Amoun Namdouya, et c'est ça même qui a été pire pour les gens du Noun. Moi, je veux le dire, parce que la majeure partie des gars qui ont été collés, c'était les gars du Noun. Et c'est la raison pour laquelle, quelque peu, excusez-moi, lorsque vous discutez, il vous arrive de discuter avec certaines personnes, il vous dit que vraiment notre frère ne nous a pas aidés, parce que cela nous avait touché véritablement. Ça, je veux vous le dire. Donc, pour dire que beaucoup de gens qui sont retrouvés collés, c'était 3 ans. C'était 3 ans. Alors vous avez passé 3 ans au quartier, 3 années blanches. Non. Qu'est-ce que papa faisait? Ou maman faisait? On partait retrancher, on changeait le nom, on inversait les prénoms. Et c'est comme ça que les gens se retrouvaient à Très bien. La revue des réseaux sociaux à présent. On va donc rentrer dans la revue des réseaux sociaux sans que je donne mon avis sur la question, c'est pas grave. La revue des réseaux sociaux quand même, et ce matin, on parle fortement du SDF. Je pense que vous avez certainement entendu parler déjà de ça dans toutes les revues de presse qui sont passées à la fois sur Equinox Radio, Equinox Télévision et sur tous les autres médias et sur les réseaux sociaux également, parce que là-bas aussi le communiqué qui a été pondu par le SDF circule. Un communiqué dans lequel on se rend quand même compte de ce que le secrétaire général du SDF s'en prend ouvertement à tous ces médias qui taxent le SDF de percevoir des financements du parti au pouvoir, à savoir le RDPC. Et donc, justement, dans un communiqué qui a été rendu hier, le 15, il ressort que le parti se réserve l'exclusivité, à savoir le SDF, le parti, le SDF, se réserve dans l'exclusivité d'attaquer en justice tous ces journalistes qui auraient titré, notamment dans les journaux de la presse écrite, de façon à tenter de nuire à l'image du parti. Le parti, le SDF également, se réserve le droit de faire ce qu'on appelle, de demander ce qu'on appelle le droit de réponse dans ces différentes presses-là, pour enseigner justement la population camerounaise et même tous les militants sur le fonctionnement même et le financement des partis politiques au Cameroun et du rapport finalement que ces partis devraient avoir avec le gouvernement camerounais. Et donc finalement, dans la presse écrite privée ce matin, ça allait dans tous les sens. D'un côté quand même, on a une partie de la presse qui trouve que le SDF est en train
de faire ce qu'on appelle désormais dans la presse une campagne de qui lave. Et de l'autre côté, on a un autre média quand même qui se range du côté du SDF pour dire que depuis un certain moment, eh ben, ce parti n'arrête pas de recevoir des assauts répétés à la fois des hommes politiques et même des hommes médiatiques. Alors, sur le sujet, je vais redire ce que j'avais déjà formulé lorsque la nouvelle du boycott du défilé du 20 mai avait été donnée de la part du chairman, là encore, pour rappeler simplement ce qui, de mon point de vue, modestement, apparaît comme une réalité. Le SDF est aujourd'hui un parti fondamentalement miné quand même de l'intérieur, mais également usé, assez vieux, on dira même peut-être dépassé. Et ce, comparativement à ce qu'il avait pu cristalliser comme espoir dans les années 90, c'était vraiment le grand engouement autour de tout ce qui semblait venir de ce chairman avec son poing fermé. Alors, aujourd'hui, on parlera du cas de cette annonce de boycotter la fête du 20 mai qui est controversée. On parlera de bien de choses, des démissions en cascade. On parlera de ces accointances répétées et avérées entre le chairman et le président du RDPC. Disons-le, il y a d'autres choses qu'on ne voudra pas révéler sur ce plateau qui sont en notre possession en qualité, en tant qu'information de la part de la hiérarchie au sommet du SDF vis-à-vis de la hiérarchie du parti au pouvoir, disons-le. Maintenant, sur les nouvelles en rapport avec le financement, nous n'avons pas notre niveau de preuve, mais comme on le dit trivialement, il n'y a jamais de fumée sans feu. Et au lieu de vouloir s'en prendre à des journalistes qui, sur le coup, essayent simplement de surfer sur une vague, je pense qu'ils gagneraient au niveau de leur service de communication à ne pas chercher à s'attaquer à la presse, parce que c'est cette presse-là qui, en son temps, avait contribué quand même à rendre ce parti célèbre. Ne se dérange même pas, ça, il y a tous les journalistes au Cameroun. Si vous portez plainte aux journalistes, quand vous allez monter, ils ne vont rien dire. Vous allez descendre, ils ne vont rien dire. C'est tout vous qui allez dire, ouais, pardon, venez parler même de nous, non? Portez plainte aux journalistes, c'est bien. Nous sommes dans un pays de droit. Et les journalistes, vous allez commencer par qui? Parce que moi, je ne suis pas journaliste. Peut-être pas toi, Sam. C'est toi qui es journaliste. Moi, je ne suis pas journaliste. Peut-être pas toi, Diane. Alors, sur ce combat, est-ce qu'on peut penser que le Social Democratic Front a raison de s'offusquer? Oui, moi je pense que le SDF a raison de s'offusquer. Bon, c'est vrai, il n'y a pas de fumée sans feu, mais il y a aussi le feu d'artifice. Mais de vouloir s'en prendre à la presse, bon, c'est vrai que ça dépend de quelle catégorie de presse il s'agit aussi, hein, je ne sais pas. Même de n'importe quelle catégorie. Il y a également ce qu'on peut appeler le feu d'artifice. Hein. La fumée n'est pas la fumée, la vraie. Mais non, il y a que le SDF doit nous clarifier, effectivement, s'il n'y a pas des accointances. Et si ces confrères-là ont des informations, ont des preuves, qu'il y a des backshits. Par exemple, ils ont dit que les élus SDF de l'Assemblée nationale et du Sénat recevraient, mais sauf qu'ils n'ont même pas utilisé le professionnel, le conditionnel, pardon. Ils ont dit reçoivent 1 million, quelques demi tous les mois par chacun, mais là, ça n'est plus en droit. À quel titre, finalement? Parce que pour si c'est un argent les titres de dons, ils ont parlé de dons dans leurs accointances. Or, les financements publics sont connus dans la loi de 2012. Par exemple, vous avez tant nombre de mairies, tant nombre de députés, il y a un quota qu'on vous donne. Ça, c'est de l'argent public. Normal, on vous les reverse tous les 3 mois. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres? Mais je reconnais quand même qu'en tant que journaliste aussi, il y a des accointances entre le SDF et le président de la République. Et le président de la République lui-même l'avait révélé en 1997. Au cours d'une interview, il sortait de l'Europe, il dit j'aide le chairman, c'est le terme qu'il avait utilisé. L'aider dans quel sens? On ne sait pas. Donc, très bien. De toute façon, il semble bien qu'il a très souvent été aperçu à ses côtés dans des circonstances particulières. Cher Armel Banchou, qu'est-ce qu'on reproche au Social Democratic Front aujourd'hui? Et surtout, comprenez-vous l'attitude qui est celle de M. Jean Tsomelou, le nouveau secrétaire général, sénateur du SDF? Sam Sévérin, je vais commencer par la forme, le fond. J'aurais préféré que le SDF ou le chairman ou son secrétariat commence à interpeller le CNC, le Conseil national de la communication. Je pense qu'il serait passé par là comme les autres voies. Mais faire déjà cela, moi j'estime aussi que lui, le SDF aussi s'est placé, on va le dire comme ça, en porte-à-faux. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, je veux dire Sam, qu'aujourd'hui, la tension est cristallisée sur pratiquement en ce moment 2 personnes. Excusez-moi de dire 2 personnes, si vous voulez 2 entités.
le côté de la société civile avec le mouvement incarné par celui qu'on connaît, dont peut-être je n'ai pas envie de citer le nom, de peur qu'on dise que nous sommes en campagne. Et de deux, nous avons Maurice Kamto, de l'autre côté. Il faut dire, pendant longtemps, tout le monde s'est cristallisé, on s'est dit, vous l'avez dit ici sur le plateau à un moment donné, on a cru au SDF, on a été derrière le SDF, à un moment donné, le rêve s'est un peu estompé. Lorsqu'il fallait que, lorsqu'on a commencé à décrier les différentes réunions, les réunions noires, les rassemblements, les négociations, les discussions pour une éventuelle rencontre avec le chef de l'État, on a dit que des valises d'argent circulaient. Jamais le SDF n'est sorti pour dire non. Jamais le SDF a dit ceci. On a eu le problème de la feu épouse, hein, je pense. Mais le SDF, sans vous couper, monsieur, a toujours refusé de rentrer dans le gouvernement. Non, je suis en train de dire il y a eu des valises, mais jamais on a dit, ok, voilà, il y a un problème, on a... Ça a toujours été dénoncé. D'où vient-il qu'aujourd'hui, parce qu'un certain type d'information a filtré le SDF, est-ce que ce n'est pas une tentative de museler ceux qui détiendraient des informations? Est-ce que ce n'est pas une cartouche que est en train de sortir le parti au pouvoir pour dire attention, aujourd'hui l'heure a sonné, nous on va vous mettre de côté, on préfère d'autres enjeux. Mais il faut dire que là, c'est le jeu, il faut savoir quel est son adversaire. Ils ont annoncé le boycott du Oui, je crois qu'ils ont affecté, ils ont annoncé le boycott. Donc je parle qu'en ce moment, c'est plutôt le SDF qui a une mauvaise posture que de le faire parce que d'autres éléments viendraient à sortir qui mettraient décidément le SDF en mal. Donc cette sortie, je la trouve nulle et non avenue. Et je partage votre avis, Charles Hamel, sur ce point-là. Moi, je trouve que d'adopter cette posture que le SDF est en train d'adopter un tout petit peu suicidaire pour ce parti. Suicidaire surtout si ce qui se dit depuis longtemps dans la presse s'avère être vrai. Si le SDF entretient vraiment des relations un peu plus poussées avec le RDPC, ça veut dire que les personnes qui ont quand même essayé d'attirer l'attention des gens dans les médias sont les personnes qui détiennent quelques preuves. Des preuves qui vont vraiment jouer en la défaveur de ce parti au pouvoir. Et puis on peut s'interroger, ce n'est pas la première fois qu'on accuse le SDF d'être à l'origine d'un certain nombre de choses. Pourquoi sortir seulement maintenant? Pourquoi se fâcher seulement maintenant? Est-ce que le SDF essaie un tout petit peu de redorer son blason auprès de l'opinion publique camerounaise? Ça c'est la question. Est-ce que le SDF en a marre un tout petit peu que Maurice Kamto et celui qu'on ne veut pas citer, Cabral Libye, sont en train de lui voler la vedette? Bon, ça c'est également les questions qu'il faut se poser aujourd'hui, mais de toutes les façons, on attend la suite, l'épisode suivant. Mais pour déterminer. La suite de dès que les journalistes vont aller en prison, je vais griller les arachides avec le tapioca. Venez vous donner. Sam connaît déjà son sort de toute façon. La suite, c'est avec cette deuxième information qui a filtré également, bon pas filtré réellement, mais qu'on a pu retrouver sur les réseaux sociaux. Et là, on est sur le mur finalement d'un internaute qui s'est amusé à filmer la ville de Yaoundé tard ou alors très tôt hier dans la journée, une série de photos qui choquent profondément. Ce sont des photos sur lesquelles on peut voir la ville de Yaoundé croulant sur des tas et des tas d'ordures. Là, par exemple, nous sommes dans un marché. Et puis, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure qu'on défile sur les photos, on se retrouve dans divers aspects de la ville. Donc, c'est un événement qui revient encore parler de ce fameux problème Isakam aujourd'hui au Cameroun. Est-ce que la communauté urbaine de Yaoundé n'a finalement pas réglé ses dettes à Isakam? Vous vous souvenez, il y a de cela 4 à 5 mois par là, on parlait de ce problème de dettes impayées, de factures impayées entre la communauté urbaine de Yaoundé, la communauté urbaine de Douala et la société Isakam qui avait concouru justement à ce qu'on ait ce genre d'image, ce genre de scène dans les différentes villes, les différentes capitales du Cameroun. Et aujourd'hui encore, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'à Yaoundé qu'on a ce genre d'ordures. Il y a également à Douala, très tôt ce matin par exemple, pour ceux qui sortaient de chez eux pour aller au travail. Ce sont les ordures qui nous ont réveillés et ça fait parler également d'un autre problème, Sam Séverin, d'ailleurs vous l'avez dit ce matin à la radio, celui du monopole de ce secteur par une seule société qui peut décider si oui ou non elle va ramasser ou pas les dépôts qui pilulent dans la ville. Alors, Mbambok Mbengan sur ces tas d'immondices qui pullulent au cœur de la capitale, c'est vrai que ça fait plusieurs semaines, on en parle et un début de solution n'est pas à l'horizon. Comment comprendre cela? Non, vous avez utilisé un mot tout à l'heure qui me semble être approprié. Vous avez parlé de l'incurie. Et ça, je me rappelle encore dans les années 90-91, effectivement, on disait que Yaoundé a 7 collines et la 8e colline, ce sont ces tas d'ordures. Non, Sam, il y a deux choses à mon avis. Hein. On parlait de Isaka, mais c'est davantage les communautés urbaines. Pourtant, il y a quelque temps, on se félicitait quand même de l'embellie présentée par la ville de Yaoundé sous la houlette de Timi Evuna. On semblait même se gosser de ce que Douala aujourd'hui
devrait plutôt copier l'exemple de Yaoundé. Absolument. C'est là de la responsabilité des communautés urbaines de nos grandes villes. En réalité, c'est elles qui tiennent Isakam. C'est elles. Et l'autre chose que je ne comprends pas, parce qu'il s'est passé il y a 10 ans exactement, je pense, on a dit que les ordures ménagères allaient contribuer à la création de ce qu'on appelle les énergies renouvelables, c'est-à-dire qu'on allait produire l'électricité avec cette mondice-là. Il y a même une équipe espagnole qui était arrivée ici. Elle ne sait pas où se trouve le projet aujourd'hui. Ma part, c'est combien? D'accord. Donc, en réalité, voilà, les experts, comme nous disait notre invité tout à l'heure, les partenaires au développement viennent vous dire, d'accord, vous avez un problème de gestion des ordures, nous, on va les transformer en énergie renouvelable. Où est-ce qu'on en est? Personne ne dit rien. Vraiment, c'est dégueulasse à mon avis. Alors, ça, moi, je pense que ce problème se situe à 4 points. Le premier point, c'est le point des véhicules. Les véhicules travaillent énormément. Les véhicules d'Isakam travaillent énormément. Et ça, c'est en un. En termes de répartition, je ne prends pas la défense d'Isakam, mais je dis en termes de répartition, vous allez vous rendre compte que dans les zones, la capitale politique, il y a quand même un nombre important qui est là, dans la capitale économique, et dans certaines zones, ils ont ciblé quelques zones où les gars travaillent véritablement. Le deuxième point, c'est l'état des routes. Est-ce que nous avons des routes de qualité? Dans les quartiers, il faut collecter aujourd'hui dans les quartiers. Ce qui était limité avant aux abords des grands axes, aujourd'hui, ils entrent dans les quartiers pour aller collecter les ordures. Il faut parler de la maintenance. Est-ce qu'il y a une maintenance sérieuse et sereine dans l'ensemble des véhicules de cette société? Je ne pense pas. Passez au niveau de la zone de Dokoti, de la zone de oui, je pense que c'est Dokoti, Noxibi, vous allez vous rendre compte que les camions sont garés. Vous posez, vous discutez avec les gens, on va vous dire qu'il y a des problèmes, il faut commander les pièces, il faut faire ceci. Il y a des camions qui sont déjà vus, il faut racheter des pièces. Depuis, on pose le problème. Il y a le problème de la collecte, Sam Severango. La ville de Yaoundé, le tonnage prévu que devait être collecté, c'est dépassé. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'il collecte plus que ce qui avait été convenu au départ. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revoir les termes du contrat, revoir la discussion. En attendant de revoir les termes, est-ce qu'on ne peut pas déclarer Isakam en faillite? Si on suit votre raisonnement, Charlamagne Bachou, vous n'avez pas l'infrastructure adaptée, vous n'avez plus de camions, si une bonne partie est déjà garée, et qu'on n'arrive pas à trouver de solution, parce qu'ils ne communiquent pas là-dessus. Qui doit trouver la solution ensemble? Ils ne nous disent pas. Qui doit trouver la solution? C'est l'État du Cameroun, et ils ne sont même pas en règle. Les différents comités ne sont pas en règle. Il faut qu'ils payent déjà les... Oui. En plus de ce que tu as dit, ça m'a révélé un problème qui m'a rappelé quelque chose tout à l'heure, effectivement. On dit que la plupart des chauffeurs des Isakam ont été recrutés, qui a Razel, qui a Dangote. Donc en réalité, comme il dit, beaucoup de sources, même là, j'avais oublié ça tout à l'heure, ils voulaient déclarer Isakam en faillite. C'est même ça les propositions qui venaient du ministère de l'administration territoriale. Donc chuter Charlamagne, donc Isakam aujourd'hui, société au bord de la faillite, ce qu'on n'arrive pas à nous dire, par la faute de l'État, est-ce qu'on ne peut pas quand même questionner la gestion également? Parce que d'autre part, on peut voir que ceux qui sont aux commandes des Isakam, ça a été, enfin pour ceux que moi je connais, hein, des personnes qui roulent carrosse, qui ont un train de vie surélevé avec de très gros salaires, comparé à la situation des éboueurs qui font le vrai boulot sur le terrain. Sam Severin, de peur de faire un procès en sorcellerie, je vais tout simplement vous dire pourquoi vous évitez de... Non, j'évite de faire un procès en sorcellerie. Vous dire que je maîtrise, je ne suis pas Isakam, je vous aurais dit, mais ce que je vois après... Charlamagne, je vous suspecte. Vous me suspectez? Oui, monsieur. Alors là, c'est grave. Mais qu'est-ce là, c'est grave. Non, là, c'est grave. Non, les problèmes qu'il a relevés sont réels. Je des problèmes. La technique, comme disait dans le management, c'est ce que la gouvernance, il a dit tout à l'heure, qui a plongé la faillite. Peut-être vous savez mieux que moi, vous êtes mieux renseigné. Bon, alors, ce qui m'énerve, Sam, c'est que c'est Yaoundé. Ce qui me cœur, c'est que c'est Yaoundé. Vous voulez manquer le respect à qui? Douala peut être sale, mais pas Yaoundé. Pourquoi Douala? Pourquoi Douala tendance? Parce qu'on sait qu'à Douala, il n'y a que les délinquants. Mais à Yaoundé, il n'y a que les responsables. Vous allez mais dis donc. Voilà alors des responsables là qui font la délinquance. Et le père de tendance est à Yaoundé. Vous voulez tuer mon père avec les moustiques. D'abord, même, le comité même pour sur lui. Il ne peut pas passer toute sa vie à vous parler comme s'il parlait aux enfants. De deux, la ville que je respecte encore au Cameroun maintenant, c'est Sarmelima. Sarmelima est propre et Bamenda. Bamenda, voilà les deux villes que j'ai respecte. Et Baganté, non? Non, c'est Bouddha qui a pris Baganté propre, Bouddha a pris la ville. Il m'a Baganté, premier aussi, la route à Baganté. Bouddha aussi. Mais dis donc,
Les gens, c'est les mêmes. Mais Bafoussam est toujours aussi sale aussi. Hein. Non, mais après le passage du ministre Jean-Claude Mbouenchou, il semblerait qu'Emmanuel Zété a commencé à ramasser les caillasses pour boucher les nids. Non, pour boucher. Oui, Emmanuel Zété. Quand il s'est battu, il a dit aux populations, lui-même il est descendu en disant, n'allez pas dire que je ne travaille pas. Vous m'envoyez, on met d'abord les cailloux en attendant que l'argent arrive. Donc si vous passez au niveau d'Aquara, on a mis les cailloux. Maintenant que vous avez lapidé Isaac et le gouvernement, souffrez que moi je lapide les populations. Parce que oui, dans tout ce qu'on est en train de dire, on n'arrête pas de relever la responsabilité des uns et des autres, mais nulle part ne relève la responsabilité de la population camerounaise qui ne sait pas ce que c'est qu'entretenir sa poubelle. Sam Sévérin, vous arrivez chez une dame que vous allez rencontrer en route très propre dans sa belle voiture, la poubelle est devant la maison. On ne lui a pas appris à elle qu'on achète des plastiques pour mettre la poubelle à l'intérieur, qu'il faut repartir, qu'il faut isoler la poubelle des enfants pour empêcher justement qu'il y ait transfert de maladies. Là encore, ça peut passer. Mais là où le bas blesse, c'est que cette même dame va donner son seau de poubelle à son enfant qui va aller le verser à l'entrée du quartier. Donc, c'est pour vous dire que même si on arrive au niveau où on se rend compte que Isaac Ahmed est dépassé par le problème, quelque part aussi, c'est le manque d'incivisme des Camerounais qui va pousser Isaac Ahmed à ne pas faire son travail. Vous allez voir un éboueur qui est en train de nettoyer la route. Pendant qu'il nettoie, juste derrière lui, un monsieur hyper fort qui réfléchit à jeter son paquet de cigarettes au sol, à jeter le papier qui tenait son beignet au sol. Et quand vous l'interpellez, ce monsieur vous dit, mais si je ne salis pas, lui va travailler quoi? J'ai bien compris. C'est pour vous dire que c'est un problème très camerounais. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas seulement le problème des populations et que c'est davantage une affaire d'autorité. Moi, je rappelle toujours ce que m'avait confié avant sa mort, Monseigneur Beffé Ateba, parce que j'avais réalisé son interview testament, je peux m'en vanter de temps en temps. Alors, il avait dit, il faut à ce pays, mon fils, un dictateur éclairé. Dictateur éclairé, c'est quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a de la poigne, mais qui a la vision de faire bouger les choses. Il y avait un gouverneur de région, un ancien préfet, Kungu Edima, Ferdinand. Il est passé par la région du Sud, chez moi là-bas, et puis même ici au littoral, il réussissait à imposer la discipline aux gens. C'est-à-dire que vous devez pouvoir respecter la propreté, l'environnement dans lequel vous vivez, et ça marchait. Cela lui avait valu même un truc, il faut fouetter. Fouetter, je pense bien qu'il faut fouetter les gens. Vous avez, dans la rue qui abrite l'immeuble où nous produisons l'immeuble Equinox, tout en face de nous, assis, allez vérifier, il y a une dame en face, je ne sais pas, elle déverse les ordures. Comme ça, tous ceux qui sont sur cette route-là, c'est ce qu'ils font, qui vendent les frigos et autres. Et n'oubliez pas ceux qui sont sur ces mêmes axes qui la nuit, parce qu'ils n'ont pas de lieu d'aisance, se mettent à l'aise dans des plastiques et balancent là. Donc, si on commence par les tabasser quelque temps, je crois qu'ils vont je suis pas là, je te vois. Ce que tu as dit là, j'espère que Mabri a compris. Mabri a tapé son fils l'autre jour, Sam. Parce qu'elle a donné les épluchés de l'enfant, de la banane à l'enfant d'aller jeter. L'enfant arrivait en route, le bac à ordures là était positionné en route. L'enfant portait le papier, montait sur le bac à ordures pour verser les épluchés de la banane. Maman, qu'elle a débarqué, elle dit que je manque un pichou. Tu as le trou sur la tête ou quoi? Donc tous les ordures qui sont versés là-bas au sol, ce n'est que pour moi qui dois rester dans le bac à ordures. Taper sur l'enfant comme s'il y avait une rancune. Voilà, l'éducation. Mais ça, nous n'avons pas oublié. Je souhaiterais en 2 minutes dire qu'il faudrait que les policiers, ceux à qui on a confié des véhicules et qui sont ça d'intervention rapide, font véritablement le travail, qu'ils fassent le travail. Parce que parfois, vous voyez un monsieur, il s'arrête à un carrefour, il achète de la banane ou des arachides, il finit de consommer dans le véhicule, il baisse sur la vitre parce que c'est climatisé à l'intérieur, il balance par là. Il faudrait que ces gens soient sanctionnés sans sévère. Parce que je voulais juste... Tout à fait. Dernière information, avec la permission de la réalisation, avant de prendre l'interpellation, donc vous donnez la dernière nouvelle de cette... Pour parler de la dernière information, là on va se rendre à Bamenda. Je crois quand même que cette information, vous devez pouvoir la voir parce qu'elle a fait également le tour de tous les médias depuis hier. Alors hier matin, c'était lundi justement, lorsqu'on apprend que du côté de Bamenda là-bas, une école a été brûlée, a été mise en feu. Alors l'école en question là, voilà, vous pouvez la voir en image. Il s'agit de l'école publique d'Etuacom de Bamenda, une école qui est issue du partenariat Cameroun-Japon et qui a été construite en 2014 par là. Alors ce qui se passe quand même de ce côté, et même s'il faut généraliser au niveau de l'opinion publique, de l'opinion nationale, c'est que les gens sont en train de dire qu'il s'agit justement de ces personnes qui veulent s'insurger contre
le gouvernement qui a décidé finalement de tenir coûte que vaille, qui a décidé que se tiennent coûte que vaille les différents examens de ce côté-là. Cette école aurait dû abriter justement l'un de ces examens et ils ont décidé de mettre le feu. Alors, jusqu'au niveau de la presse, ça se déchire quand même parce que ce matin, beaucoup de journaux ont titré sur l'affaire. Il y a des journaux qui sont d'accord pour vous dire que malgré le feu, les parents ont pu envoyer leurs enfants à l'école, ont pu envoyer leurs enfants composés sans problème et qu'il y avait même plutôt foule. Par contre, il y a une autre qualité de médias quand même qui est d'accord pour vous dire que le simple fait d'avoir vu le feu à cette école-là a poussé beaucoup de parents à être un tout petit peu sceptiques, à avoir la crainte d'envoyer leurs enfants, si bien qu'il y a eu beaucoup d'absents. Finalement, on ne sait plus qui croire sur cette affaire. Donc, on a décidé de vous parler de cette information pour que vous puissiez vous faire peut-être... Très bien. Rapidement, une prise de parole chacun sur le sujet, parce que je dois d'abord préciser que les examens se déroulent là-bas depuis hier dans des conditions difficiles, particulièrement. Il y a très peu de monde qui se sont mobilisés. Maintenant, cette action est à condamner parce que ça relève d'un partenariat avec le Japon. Ça fait partie des meilleures écoles primaires dans ce type qu'on a au Cameroun. Maintenant, on peut comprendre l'action de ces gens que moi j'appelle des anarchistes qui veulent que tout s'arrête en réalité parce qu'on n'a pas pu trouver les bonnes solutions aux problèmes qu'ils ont posés là-bas. Je sais même pas ce qu'ils veulent à Bamenda. Vous voulez même quoi finalement? Vous brûlez, c'est pour nos enfants. C'est même comment? Je vais dire à mon gouvernement de former encore les billes. Former les gars du BIM en attendant les billes que nous avons sous la main. Entourez-moi Bamenda. Bon, la ville est militarisée, attendant. Non, il faut qu'on continue parce que c'est bien militarisé. Le feu ne va pas arriver là-bas. Très bien. Envoyez-moi les billes à Bamenda. Merci. Tendance. Bonbok. Oui, moi, comme vous dites, je partage votre point de vue, Sam Séverin. Bon, mais c'est vrai, on ne peut pas... On risque de penser que nous apprécions les gens qui sont des pyromanes. Non, ce n'est pas de ça. Nous disons seulement que la colère peut amener certains citoyens à causer des actes graves qui sont condamnables, hein, sur tous les points de vue. Mais sauf que je pense que soit les forces de maintien de l'ordre n'assurent pas leurs fonctions régaliennes, soit elles sont complices dans ce genre de trucs. C'est une école un peu située en arrière, c'était pas au centre-ville. Hein, oui, même n'importe où. Ils savent, on a dit, le gouvernement a dit qu'il va sécuriser. Sécuriser ne veut pas dire venir le jour où les enfants sont à l'école, puisqu'on les bastonnait le long. Donc il peut y avoir des équipes mobiles qui marchent surtout dans les centres d'examen. Donc c'est condamnable quand même. Sam Séverin, je suis vraiment désolé, ça m'affecte même parce que quand je vois de telles images, je me pose la question de savoir véritablement où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on est en train de chercher les bonnes solutions à travers... Non, Bamenda n'est pas sorti de la crise, il faut le dire. La zone anglophone n'a pas trouvé les solutions. Non, je suis en train de dire qu'à l'heure actuelle, il y a un ensemble de choses qu'ils ont demandé. Il y a des leviers qui ont quand même été levés. Au niveau du gouvernement, on a levé il y a quand même quelques leviers. Retourner à là, c'est rentrer à l'état primitif, à l'état sauvage. Moi, je suis désolé de le dire. J'emploie les mots de rentrer à l'état sauvage. D'un côté, vous ne pouvez pas dire je veux le beurre. De l'autre côté, vous utilisez le même fil qui va trancher. Non, je ne suis pas d'accord. Pour dire que vous voulez qu'on libère les leaders. Entre-temps, vous êtes en train d'incendier, vous-même, vous ne donnez pas l'impression qu'on peut vous faire confiance. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut faire la part des choses. Quelles sont les personnes qui sont derrière cette action? Et ça, c'est la bonne question qu'il faut poser justement, Sam Séverin, parce qu'on parle bien de personnes non identifiées. Ça peut être tout le monde. Et il faut vous dire que quand on parle de techniques de guerre, ça fait partie des techniques de guerre. Pour vous déstabiliser, on essaie de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. On se rappelle de cette image du drapeau camerounais qu'on a vu en train d'être incendié. Et il s'est avéré plus tard que ce n'était pas des ressortissants de la zone anglophone qui était en train de le faire, finalement. Donc il faut tout simplement dire aux personnes qui prennent cette information de la prendre avec beaucoup de pincettes, en attendant justement que les reporters d'Equinox Télévision et Radio puissent mener leur enquête. On va passer à la suite de ce programme, c'est la rubrique intitulée Interpellation. Le pays doit avoir un bon développement vis-à-vis du bon comportement de tout un chacun. Nos grands qui doivent nous montrer le bon exemple. Vous voyez aujourd'hui, plus de personnes souffrent. Hein? L'école, on a des problèmes dans l'école, on a des problèmes dans les familles, on a des problèmes dans les quartiers. Ça ne va pas. Alors qu'ils essayent d'avoir au moins une conscience que voilà, mettons un stop, afin que le pays, le Cameroun, puisse aller de l'avant. Voilà, bon, les réactions autour de la sortie de ce Camerounais qui semblait... Oui. C'est un voyageur. Tel qu'il parle là, tu sens que c'est un voyageur. Il dit franchement, on veut la paix dans ce pays. Donc, on dit quelque chose sur ce qu'il a dit. Non, ce qu'il a dit, non. Moi, ce qu'il dit là, ce n'est que vrai.
Donc je vais encore dire à mes frères camerounais, pardon. Même si ce n'est pas le sujet de l'interpellation, je suis encore choquée parce que jusqu'à aujourd'hui, les Camerounais n'arrivent même pas à réfléchir. Imaginez-vous ce qui se passe en 2008. Ça ne vous a pas servi de leçon. Vous croyez qu'on va rentrer en arrière jusqu'à quand? Non. Réfléchissons, grandissons, respectons-nous, laissons le désordre. Ça ne va pas nous amener quelque part. On ne peut pas tout détruire, non. Faisons en sorte qu'on parle aussi bien du Cameroun. Moi, je pense que notre compatriote fait un appel au sens patriotique. Quand il voit le pays va mal, mais vous voyez, c'est comme nous tous, on ne sait pas à quel sens se vouer. Comment sauver le Cameroun aujourd'hui? Moi, je pense que c'est là déjà son interpellation et c'est le même engagement que nous avons nous tous. Comment sortir le pays de l'impasse? Très bien. Donc, chacun à son niveau doit faire quelque chose pour sortir le pays de là où il se trouve. Mais moi, je ne suis pas toujours très enclin à m'embarquer dans ce type de raisonnement. Parce que ceux qui détiennent la fortune du pays et qui sont minorités et qui gèrent ce pays et qui ont le sentier de la modernité et du développement, c'est eux, cette minorité, ils sont à moins d'un dixième de notre population. Mais c'est davantage à eux de faire tout pour que le Cameroun puisse avancer en réalité. Ça, c'est mon bon, je pense aussi que quelqu'un qui écoute ce que vous venez de dire, Sam Séverin, va se dire, je n'ai pas d'effort à fournir. Non, on parle d'efforts individuels. Toi, en tant que Camerounais, et moi, j'ai toujours aimé parler de cette phrase-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de Camerounais sont en train de la retourner à celui qui l'avait dit. Avant de demander au Cameroun ce qu'il fait pour toi, pose-toi la question de savoir ce que tu fais toi pour le Cameroun. Ça veut dire qu'on est d'accord pour dire que ce pays va mal. On est d'accord pour dire que c'est notre pays. Comment pouvez-vous faire quelque chose pour votre pays étant dans une relative précarité? C'est d'abord ton pays à toi. On n'est pas en train de parler de développer le pays de quelqu'un d'autre. Hein. Je veux dire que c'est pas parce que ta maison n'a pas d'électricité que tu ne vas pas la balayer. C'est pas parce que ta maison est percée de partout que tu ne vas pas la nettoyer. Très bien, mais c'est notre Camerounais à nous tous, il ne faudrait pas que... C'est d'abord ton Cameroun. On parle là des individualités, c'est d'abord ton Cameroun. Et en tant que citoyen camerounais, tu dois faire des efforts. Ce n'est pas un Chinois qui viendra ici développer le pays. Non, je veux dire que la Chine a traversé pire que ça, mais ils ont pu se relever. Et moi, je prends toujours le cas de l'Espagne. La révolution espagnole va de la jeunesse. Ce sont des jeunes qui se rendent compte que le pays va mal. En ce temps, c'était un royaume. Ils comprennent qu'il faut sortir du pays. Il faut aller chercher de l'argent ailleurs et ramener cet argent dans son pays. Mais regardez l'Espagne aujourd'hui, Sam Séverin. Regardez par quoi l'Espagne est passée, mais l'Espagne est debout. Donc, pour vous dire que si eux, ils ont pu faire ça, nous également, on peut le faire à condition qu'on commence à se sentir camerounais. Je te rappelle qu'en Espagne, il y a également des hommes politiques qui sont dynamiques, qui sont jeunes. Mais ça, c'est bien après. Pour déverrouiller le système et pour libérer les énergies. Je ne suis pas d'accord avec l'avis. Pourquoi? Je ne partage pas l'avis de Kate. Pourquoi je ne partage pas son avis? Pour la simple raison que vous ne pouvez pas dire, je prends 3 exemples, vous ne pouvez pas dire à une fille qui n'a pas à manger, une fille qui ne parvient pas à se vêtir, une fille qui ne parvient pas à se soigner, une fille qui ne parvient pas à X, à lui dire, écoute, lorsque tu rencontres un homme, pose-toi 1001 questions. Non. Lorsqu'on se retrouve, la première question, c'est manger. La première question, je veux boire, je veux me sentir à l'aise, je veux être comme l'autre. Aujourd'hui, je veux être comme l'autre. Vous allez passer dans un quartier où un monsieur avait l'habitude de tondre son gazon à l'avant. Une fois, il passe le matin, c'est des odeurs pestilentielles, des urines. On est venu verser la 3e fois. C'est lui qui va venir racler ce gazon à 10 ans, uriner de ce côté. Pour dire que l'incivisme est général. Je crois que ce que Sam Séverin dit est vrai. Il faut impulser. À une certaine époque, il y avait des pancartes. On dit, ici, station de bus. Arrêtez-vous, on prend le bus ici. Vous allez voir des gens, vous voyez à cette époque des gens qui venaient se discipliner et attendre là parce qu'ils voulaient prendre le bus. Il y avait les horaires, on en mettait à côté les horaires. Nous avons 5 heures, 10 heures. C'était respecté à une certaine époque. Alors je pense que ceux qui tiennent ce pouvoir, minoritaire soit-il, doivent impulser ce développement. Je ne pense pas qu'on va te dire à toi, citoyen, oui, je veux changer, mais à côté de ta maison, tu as 12 bars qui toute la nuit passent à te pilonner d'une des sonorités étranges. Tu as des individus qui consomment l'alcool et te disent je suis sain. Ce serait être anormal dans une société. Mais ça, c'est la théorie du pasteur d'église, Sam Séverin. Ça veut dire, il vous dit ce que la Bible demande de faire, mais lui, il faut autre chose. Je veux dire que si on tient ce genre de discours, ce pays sera foutu d'ici 5 ans.
On doit tenir un discours différent. Vous-même, vous êtes d'accord pour dire que ceux qui sont en train de tirer ce pays vers le bas, ce sont des minorités qui ont tout en leur possession. Mais qui c'est qui les laisse ces minorités-là? C'est nous, la majorité. Donc, soit nous, la majorité, on décide de se battre pour que ce pays avance, on décide de se battre pour que ce pays sorte de la torpeur dans laquelle la minorité essaie de la plonger, soit on laisse céder. Et puis Charles Hamel prend l'exemple de la fille qui, parce qu'elle ne mange pas chez elle, va se laisser aller au premier venu. Je vous dis faux. Faux parce que celui qui a le plus de dignité dans ce monde, c'est le pauvre. Parce qu'il est pauvre, il sait que c'est la seule chose qui lui reste, la dignité, et il fait tout pour mourir avec. Alors soit vous continuez à marcher, moi je vais appeler ça la théorie du mouton, soit vous continuez à marcher parce qu'on vous a montré que bah oui, on fait ça comme ça, on sort de l'école, on va boire, si je n'ai pas d'argent, je vole mon voisin, si on me met un poste de responsabilité, je détourne les fonds publics. Soit vous faites ça et vous êtes sûr que votre enfant n'aura pas un pays, ne sera pas fier de son pays. Très bien. De toutes les façons, je crois que c'est un débat très sérieux parce que il faut faire partie de la majorité, vous l'avez dit, madame, et espérer un changement à tous les niveaux. Vous ne pouvez rien du tout, je vous assure. Peut-être seulement pour ceux qui ont la chance comme nous d'être à des postes où on peut parler comme nous le faisons. Et là, on va dire que nous, on fait quelque chose pour notre nation. C'est vrai, mais ceux qui n'ont pas cette chance-là... Pourquoi vous parlez? Ne pensez pas... Pourquoi vous ne vous taisez pas, Sam? Faites comme tous ceux qui se taisent. Taisez-vous. Vous voyez que vous êtes une minorité qui se démarque. Parle du sens patriotique. Effectivement, là, il faut comprendre que là, c'est pour dire quoi? Il a parlé tout à l'heure et vous en avez ailleurs, comment je vais dire ça, enveloppé ça dans des considérations pas bien, pas vous, hein, pas vous, je parle de l'administration aujourd'hui. Il y avait ce qu'on appelle les journées nationales d'investissement. Journées nationales d'investissement où tout le monde travaillait. Aujourd'hui, on vous dit mardi propre, mercredi propre, personne ne fait rien. On ferme les marchés, chacun reste chez lui. Effectivement, c'est pour dire que ça, la dégringolade, comme dit Sam, a été, je dirais, impulsée par ceux qui sont en haut. Là, ceux qui sont en haut, oh, ce n'est pas bien. Parce que la principalement sur le pays, et ils ont un mandat, mais ça ne nous dédouane pas. Nous, on doit comprendre. Ils n'ont pas l'intention de le faire. Hein. Bon, si on dans ce pays comme ça, on reste comme ça, on croise les bras tous. Non, on le pousse à le faire. Je veux dire à Kate, nous avons des fils de milliardaires dans cette ville. Nous sommes en train de préparer un dossier là-dessus. Vous retrouvez ces enfants de milliardaires, de cadres, de hauts commis de l'État, qui dans les boîtes de nuit se permettent de dépenser à seulement, tu vu, 1 million sans pour autant ne faire un travail. Vous avez des individus qui s'arrogent, qui circulent, des enfants de moins de 17 ans. Je dis moins de 17 ans, 15 ans, 16 ans, qui circulent avec des grosses voitures et qui, tout récemment, le week-end dernier, ont cogné un colonel et il a fallu que Yaoundé intervienne parce que c'était le fils d'un haut cadre. Lorsque vous vivez cela, vous pensez que le pauvre qui est là ne va pas se poser la question de savoir comment moi je vais faire pour devenir comme ça? Vous pensez que le pauvre va accepter que oui, je suis pauvre? Vous avez un gars qui entre dans une salle de jeu, un fils, je ne veux pas citer son nom, un fils d'un commis de cette ville de Douala, il dépense 5 millions sur les tables de poker. Il va dépenser 5 millions sur le poker. Il travaille quoi? Rien. Il ne fait rien et de surcroît, il se permet de gifler une fille qui travaille à l'intérieur. Vous voulez qu'on vous raconte des exemples? Est-ce que vous voulez qu'on vous raconte des exemples? Vous êtes en train, Charles Hamel, de demander à cette fille, elle, d'encaisser la gifle de ce J'ai dit non, justement. Ou alors, moi, ce que je prône, je dis bien ce que je prône, ce n'est pas le laisser aller. C'est de se réveiller, Sam Séverin et Charles Hamel. Mais il faut c'est de se réveiller, mais de se réveiller de la bonne des manières. Ce n'est pas parce que j'ai en face de moi un fils du colonel qui va se permettre. Moi, je le dis encore, hein, le problème du Camerounais, c'est qu'il est passif. Je prends l'exemple sur moi. Vous ne me marchez pas dessus. Le Camerounais n'a jamais été passif. Non, attention. Vous voyez, ça pas parler. Je vous explique pourquoi je dis que le Camerounais est passif. Vous allez prendre le cas d'une jeune fille qui est en train de bosser, qui va accepter de se laisser marcher dessus par quelqu'un sous prétexte que c'est le fils du colonel. Mais enfermez-nous tous. C'est de là que ça commence. Enfermez-nous tous. Vous êtes le fils du colonel, mais je suis moi, je suis qui? Vous avez vu le numéro 1, qu'est-ce qui s'est passé numéro 1? On en parlait hier. C'est pour ça que je dis que le Camerounais est passif. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous avez vu le cas de Samuel Eto'o qui est prêt, qui avait
un colonel qui lui sert de garde du corps. Qu'est-ce que cette fille a fait à numéro 1? Elle a resté tranquille, elle s'est contentée d'envoyer un message. Elle a fait quoi? Rien du tout. Mais au moins, Face à un problème pareil, face à un problème pareil, on réagit pour soi et pour tout le reste. C'est ce qu'on vous demande de faire. Non, Très bien, donc, merci beaucoup. On va aller à autre chose parce que nous avons une page promo vers la fin. Il nous reste très peu de minutes pour sortir de ce programme. Le débat autour du patriotisme et du sens patriotique peut continuer chez vous à la maison avec les avis divergents que vous avez pu suivre sur ce plateau-là parce qu'on n'est pas parvenu à s'entendre, mais c'est ça le sens de ce talk show, ce programme, le Zénith qui admet la contradiction des idées. Alors, on va recevoir Prince Béroni pour nous parler d'une semaine commerciale, culturelle et sportive de l'unité. Hein. C'est comme ça que cela est intitulé Moulatako Event. Ça s'est ouvert samedi 13 mai dernier à Canal Olympia, ici à Douala, ici à l'entrée de la gare Bessengue. Alors pour en parler donc, vous êtes là, bienvenue, bonjour Prince Béroni. Bonjour Sam, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Voilà, on va aller assez vite pour vous demander d'entrée de jeu, c'est quoi Moulatako Event finalement? Moulatako Event, comme vous l'avez dit, c'est la semaine commerciale, culturelle et sportive de l'unité ou encore simplement la semaine festive de l'unité. Un événement mis sur pied par M. Nkoti François Destopeller pour célébrer justement l'unité nationale à la faveur de cette 45e édition de la célébration de notre fête nationale. On va dire que tout part d'un constat. Très souvent, les années antérieures, pendant cette semaine, il n'y avait véritablement pas d'endroit dans la cité capitale économique où tout le monde pouvait converger, se retrouver pour communier ensemble, pour célébrer justement cette unité-là. Et c'est ce qui a motivé Nkoti François et tout son comité à mettre sur pied cet événement qui réunit depuis le 13 mai dernier, vous l'avez dit Sam, et ce jusqu'au 20 mai prochain à Canal Olympia, 6 entrées de la gare de Bessengue, plusieurs des personnes qui viennent et vont et voilà quoi. Ça c'est pour la philosophie générale de l'événement. Alors c'est donc rapidement au cœur des festivités, des activités. Qu'est-ce qui fait l'essentiel de cette semaine? L'essentiel de la semaine qui a commencé le 13, c'était déjà avec un concert de lancement, Longuet Longuet, Dynastie Le Tigre d'Orzi, qui ont émerveillé le grand public. Dimanche matin, c'était le semi-marathon dont le départ a été donné à Canal Olympia et l'arrivée aussi a eu lieu sur le même site. 20 km dans la ville de Douala, avec les champions d'ailleurs qui sont connus. Et à 10h30, le mini-tournoi de football au stade Sicam avec 4 équipes pour un trophée dont les demi-finales ont eu lieu. La première rencontre a opposé l'équipe des artistes qui a eu raison des vétérans de la cité Sicam par le score de 3-1 et l'association des journalistes sportifs du Cameroun Antenne du Littoral conduite par David Eyengezima qui est arrivé au bout de Orange Foot à la fatidique épreuve des tirs au but et à 17h et à 17h il y a eu cette avant-première du film Le Gant des Antillais parce qu'il faut dire que Moulatako Event c'est pas seulement les concerts, c'est beaucoup plus les promotions, les soldes, les ventes aux enchères, surtout le cinéma camerounais. Le Gant des Antillais, c'est un film, une production camerounaise avec dans les premiers rôles Eric Ebouanet, celui-là qui a incarné le président Patrice Lumumba dans le film Lumumba. Donc on a eu cette projection à 17h et à 19h, c'était le concert avec le concert de musique chrétienne avec Armand Cristal, les Précieuses, Dr Kevin et bien sûr, comment on les appelle encore, les Séraphins, voilà, vainqueurs de la première édition de Cœur et Louange du Festival Fomaric. Maintenant, pour ce qui est de cette semaine, nous avons Moulatako Fashion Life qui aura lieu demain avec les jeunes stylistes qui viendront justement exposer leur talent, leur savoir-faire et surtout à travers un défilé entre différents défilés, nous aurons Marc Pousse, nous aurons Organe, nous aurons Berger qui va nous faire rire. Jeudi, ce sera la danse. Les 10 régions du Cameroun seront présentées à travers des groupes de danse à partir de 10h et à 18h justement, nous aurons Aïcha Kakandou, nous aurons Didier Gérard Ben, nous aurons le groupe Amina Rasta qui viendra de Fumban pour justement faire la fête avec tous ceux qui sont dans la cité capitale économique. Vous savez que l'entrée de la gare, je veux dire, le canal le village du Noun de la région du littoral et du département du Vouri. Donc, il se
sera de 200, jeudi ce sera 1000 francs et vendredi nous aurons sur le podium central midi. Jeudi 20 mai, jour de célébration, je l'ai dit tout à l'heure, on aura à 14 h la finale du mini-tournoi de football Mulatako qui va opposer la JSC à l'équipe des artistes conduite par Georges Dixon qui, de 19 h, on aura plein d'autres artistes encore. Voilà, on a interprétation. Alors, pour votre mot de fin, j'ai envie quand même de vous demander ce que signifie Mulatako. Donc, c'est l'occasion justement de nous rassembler pendant cette semaine. Je le disais encore tout à l'heure dans Ville en Fête avec Martial Fanga. Donc, vous vous retrouvez là-bas le temps d'un petit piment, comme disait Martial, ou encore sans queue. Vous vous retrouvez là-bas pour prendre surtout vous profitez des bonnes affaires qui s'y déroulent. Et bien entendu, le soir à partir de 18 h, de jeudi à samedi, 1000 francs pour vivre les spectacles. Et aussi mentionner tendance pour cette fois. On va dire que Mulatako Event, c'est la première édition. C'est un événement qui se veut pérenne et on doit dire que certainement dans les années à venir, tendance d'ailleurs, elle peut venir, hein, tout comme toi, tout comme Kate, Diarra, Bombok. Vous êtes tous attendus, hein? Charles Hamel, vous êtes attendus. On aime les gratos, hein? Justement, Equinox Télévision est partenaire privilégié de cet événement. C'est d'ailleurs pourquoi nous débarquons ici comme ça et nous allons dire merci à la direction commerciale et surtout à madame la réalisatrice du programme qui nous permet justement de venir passer cette information ici. Vous êtes attendus sur présentation de votre badge. Vous entrez tout de suite et maintenant. Voilà. Samedi parce que tu es ma personne, dans tous tes gombos, je suis là. Il y a des samedi, c'est rien, bien, on va gérer encore. Ok, donc vous pouvez nous contacter, hein, contacter Mulatako Event à travers le numéro 6 99 73 63 09 ou encore consulter notre site internet www.mulatako-event.com. Merci beaucoup, c'est terminé. Donc merci à vous, Prince Béroni, d'être passé. Nous parler de ce concept de M. Coty François Destopeller, de plus en plus ingénieux et inventif en matière d'activités commerciales, culturelles et sportives. Cette fois, c'est autour de l'unité nationale. À présent, tendance, on va sortir de ce programme. On va critiquer. Au nom de la liberté, c'est même pas toi qui critique, mais c'est la presse. Vas-y, Sam. Voilà. Au nom de la liberté de critiquer, effectivement, alors ça bouge dans quelques états-majors. Au Cameroun, vous le savez, en principe, si le calendrier est respecté, l'année 2018 devrait être celle de l'élection présidentielle, mais également d'autres types d'élections qui doivent se tenir au Cameroun, les législatives, les sénatoriales. Alors, d'ores et déjà, beaucoup de mouvements dans les états-majors, comme je le rappelais, mais avec une inquiétude quand même, hein, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tout à fait sûr que le calendrier va être respecté. Mais prenons donc l'hypothèse selon laquelle il y aura bel et bien élection. Et quels peuvent en être les enjeux? Aujourd'hui, on est à peu près sûr que le chef de l'État sortant n'a pas indiqué la voie à suivre. Il ne nous a pas donné de signaux de ce qu'il pourra démissionner ou bien qu'il ne pourra pas prendre part à cette élection. Comme le lui avait déjà suggéré, souvenez-vous, il y a longtemps, son ancien ministre SGPR, Marafa Amidou Yaya. Donc pour l'instant, tous les signaux sont donc à la reconduction de M. Paul Biya. Sauf que les gens font tout pour essayer, pour tenter de le faire sortir, quitter ce fauteuil-là. Alors, à quoi est-ce qu'on est en train d'assister? À de la mobilisation, comme je peux le rappeler, à des messes de minuit. Mais pour prendre l'exemple à la française, on aurait aimé voir se dégager une candidature venue de nulle part, préférons le dire ainsi, la société civile, comme ça a été le cas ailleurs. Est-ce qu'on peut vivre cela au Cameroun? Bon, alors, ce qui nous intéresse et qui nous gêne un tout petit peu, c'est que la candidature qui semble se dégager et que Charles Hamel Bathiou avait eu de la peine tout à l'heure à prononcer le nom de l'identité de cette personne-là, semble cristalliser beaucoup d'intérêt, mais au lieu d'être encouragé, de la part de quelques politiques traditionnelles, on voit plutôt des sortes de messes qui tendent à le décrédibiliser, à le déstabiliser. Ce n'est pas bien, parce que si on aspire au changement tous,
il ne faudrait surtout pas se mettre en opposition avec quelque chose qui peut nous permettre de changer notre pays. Merci beaucoup d'avoir encore été là pour cette autre édition du Zénith sur Equinox Télévision. Excellente suite des programmes d'ailleurs. On se retrouve demain.